du réchauffage domestique au four ou par contact d'aliments frits. Non, pardon. Oui, nous allons enfin, plus généralement du traitement, du traitement thermique et qualité des aliments. Et en particulier, j'ai cru comprendre qu'il y avait un sujet chaud avec la fameuse réaction de Maillard. Donc je laisse Madame Giachetti présenter cette séance et ensuite nous aborderons les exposés des trois orateurs. Madame, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues, chers participants à cette réunion, bonjour. Bienvenue donc à l'Académie pour débattre sur les traitements thermiques et la qualité des aliments. Un sujet tout à fait d'actualité et nous avons pensé qu'il était bon que l'on évoque un peu des données assez nouvelles sur ces traitements et la qualité de notre alimentation. Alors, nous avons, outre mon introduction qui sera de très courte durée, 3 participants plus une conclusion avec M. Broyard qui nous parlera effectivement du réchauffage domestique, d'aliments frits. Monsieur Conjoyan, cuisson et qualité nutritionnelle des viandes, c'est quand même un aliment important dans notre modèle alimentaire, et surtout aussi la maîtrise de la formation de molécules néoformées par la réaction de Maillard de Madame Birlouez, et ensuite des conclusions de Monsieur Tristam sur l'ingénierie des réactions chimiques. Alors j'avoue que c'était la première fois, et aujourd'hui même, j'ai utilisé des aliments pré-congelés et je les ai fait frire. Et j'avoue que comme j'avais passé la matinée à lire les présentations de tous mes collègues, je me suis demandé si j'avais bien maintenu les conditions d'utilisation données par le fabricant de ces produits, qui évoquait notamment une cuisine saine. Alors, je me suis interrogée, je pense que je n'ai pas fait trop de molécules néoformées lors de cette cuisson. Alors le feu, en fait, aujourd'hui, on va parler du feu à la cuisson saine. C'est d'ailleurs une allégation que vous avez peut-être déjà notée. On parle beaucoup de cuisson saine. Alors je ne sais pas où les industriels ont trouvé cette allégation et qu'est-ce qu'ils revendiquent, parce que derrière, il n'y a pas grand-chose. On parle simplement de cuisson saine. Le feu, j'ai été regarder dans les ouvrages, mais je vois que Madame Berlouez a fait la même chose que moi dans sa présentation. Et le feu, c'est environ 600 000 ans qu'il existe. Et j'ai relu avec beaucoup d'intérêt l'origine du feu, grâce à Didier Majou qui m'avait envoyé une référence à Claude Lévi-Strauss. Et si vous avez la curiosité dans son livre Le cru et le cuit, d'aller voir l'origine du feu. Et surtout, une chose très intéressante dans cette lecture, c'est, je dirais, que selon les cultures, l'origine du feu est donnée de manière très différente. Mais surtout, le point important, et alors c'est peut-être chez Prométhée que la chose se passe, c'est la conservation et l'entretien du feu. Parce que avoir du feu, c'est bien, mais faut-il encore le maintenir? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, dans sa cuisine, on n'a qu'à appuyer sur un bouton. Moi, j'ai encore une vieille cuisinière à gaz, mais on peut aussi tourner son four électrique et tout arrive, tout est là. Mais du temps de nos lointains ancêtres, ils n'avaient pas grand-chose. Ils avaient du séchage à l'air. Et quand enfin Prométhée a réussi à porter le feu aux êtres humains, prix volé aux dieux, ce fut quelque chose de remarquable. Et ça a permis, en fait, à l'humanité, probablement de beaucoup avancer, tant dans son alimentation que dans la composition même de leur repas, parce que le séchage à l'air, on le connaît, on le pratique encore à l'heure actuelle pour certaines denrées végétales, mais le feu a permis certainement de diversifier nos modes culinaires, puisqu'on a pu à ce moment-là passer du cru au cuit, et entre les deux, bien sûr, le bouilli, comme le décrit Claude Lévi-Strauss.
Alors, brièvement, et ceci sera développé par les différents intervenants, quel est l'intérêt des traitements thermiques? Le passage est immense, vous vous rendez bien compte que je ne vais pas le décrire. L'intérêt des traitements thermiques, c'est bien sûr, comme vous l'avez vu, une digestibilité, ou vous le verrez, pardon, digestibilité accrue des aliments, une qualité microbiologique indéniable qui est assurée, et puis, ça sera bien décrit, notamment dans la réaction de Maillard, une variété de goûts élargie. C'est vrai qu'à travers la cuisson, on peut faire beaucoup de variétés, alimenter une palette de goûts assez grande. Et ce qui est indéniable à l'heure actuelle aussi, parce qu'on vit de plus en plus dans un environnement citadin, c'est d'avoir des aliments à disposition, donc augmenter la conservation de ces aliments. Mais, comme pour toute chose, ce n'est pas complètement positif. Il y a aussi quelques incidences, je dirais, négatives sur ces traitements thermiques et surtout, je dirais, lorsqu'ils sont mal appliqués. C'est vrai que si vous laissez trop cuire votre steak ou vos légumes, le goût de vos aliments va être complètement impacté. On pense surtout à l'amertume que peuvent créer certains composés néoformés. Et puis, et ça, ce sera un sujet tout à fait particulier pour Inès Birlouez, c'est la présence de composés indésirables pour la santé, dont il faut absolument limiter leur quantité au moment de ces traitements thermiques. Et puis, autre chose, bien sûr, notamment sur les viandes, la qualité nutritionnelle. Que deviennent les vitamines, que deviennent certains minéraux lors de la cuisson. Je vais donc maintenant céder la parole au premier intervenant qui va nous parler du réchauffage domestique au four ou par contact d'aliments frits. Et je donne la parole à monsieur Bertrand Broyard pour une intervention d'une vingtaine de minutes. Donc, merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Bertrand Broyard, je suis enseignant-chercheur à AgroParisTech dans le département Sciences et procédés des aliments et bioproduits et responsable de l'enseignement de génie des procédés. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un sujet qui va traiter de la cuisson, mais à une échelle qui est un peu moins étudiée que la cuisson à l'échelle industrielle, qui est la cuisson domestique. Donc, le titre de l'intervention concerne le réchauffage domestique au four et par contact d'aliments préfrits. Donc derrière ce titre un peu prosaïque se cache une problématique qui mérite une action de recherche, qui est la question concernant le devenir des propriétés nutritionnelles et sensorielles des aliments lors de leur traitement thermique en conditions domestiques. Donc vous savez comme moi que les produits alimentaires que j'ai appelés manufacturés, qu'on peut aussi appeler élaborés, sont produits en conditions industrielles, sont ensuite stockés et transportés et préparés à l'échelle domestique. Donc en conditions industrielles, il y a toute une série de traitements thermiques qui vont être appliqués soit aux ingrédients, soit aux aliments, qui vont être des traitements de cuisson, de pré-cuisson, de friture, et qui vont permettre de garantir une répétabilité de la structure et de la composition des aliments qui sont produits. Donc c'est des opérations qui sont de grande taille, avec des débits de production importants, et qui sont généralement des opérations continues. Ces opérations sont relativement bien suivies, elles sont instrumentées, elles sont contrôlées et on assure une stabilité des propriétés des produits à l'issue de leur production industrielle. C'est-à-dire qu'on va gommer la variabilité des ingrédients et obtenir un produit final qui est répétable en structure et en composition, pour caricaturer. Ce produit ensuite est stocké et transporté. Les conditions de stockage et de conservation pendant le transport sont contrôlées. Au niveau du stockage domestique en froid positif, il apparaît déjà à ce niveau-là une certaine source de variabilité puisque des études ont montré qu'il y avait une grande hétérogénéité des conditions de conservation en froid positif dans les réfrigérateurs domestiques. Donc à ce niveau, on peut déjà initier une certaine variabilité sur les produits. Et cette variabilité va être amplifiée au moment de la préparation domestique des aliments. Et pourquoi ? Parce que les consommateurs vont utiliser une grande variété d'outils de préparation, qu'ils vont adopter pour mener ces opérations de traitement thermique des modes de conduite qui sont très différents, qui sont dépendants de chaque consommateur, de ses habitudes.
On a à la disposition différents modes de cuisson ou de réchauffage, qui sont le micro-ondes, la friture plate, la friture profonde, la cuisson au four, cuisson par air chaud. Et cette variabilité de traitement va induire une variabilité sur les propriétés nutritionnelles et sensorielles des aliments. Et il serait intéressant d'arriver à caractériser cette variabilité. Donc, pour cerner un peu un champ d'études au sein de cette problématique, qui est une problématique très vaste, un projet ANR a été déposé en 2010, dont j'étais responsable, et qui est un projet qui va focaliser l'étude sur les aliments pré-frits, donc qui contiennent une part de lipides. Donc, grosso modo, on travaillait sur des aliments autour de 10% de lipides. Et ces aliments pré-frits vont subir une opération de réchauffage ou de chauffage à l'échelle domestique. Et cela va induire des réactions de dégradation thermique des matières grasses alimentaires, dont l'oxydation des acides gras polyinsaturés. Donc ce projet, qui s'appelle Dominov, qui a été financé par l'Agence nationale pour la recherche, s'intéresse à l'étude de la dégradation thermique des matières grasses alimentaires pendant le réchauffage domestique d'aliments pré-frits. Donc il a associé l'UMR Ingénierie Procédés Aliments, à laquelle j'appartiens, l'UMR Génial, 2 partenaires industriels qui étaient McCain et Le Sieur, le centre technique ITERG, spécialisé dans l'analyse des corps gras, l'ANIA, et qui s'est chargé de la dissémination des résultats du projet. Donc on part au montage de ce projet d'un constat qui est l'absence de lien entre la réactivité des matières grasses alimentaires et l'altération de la qualité des aliments qui contiennent des lipides dans le cadre de ces traitements domestiques. On a restreint l'étude à 2 procédés domestiques qui sont les plus versatiles et qui sont utilisés pour réchauffer une grande variété de produits, qui sont la cuisson à la poêle, donc, ou cuisson par contact, et la cuisson au four, cuisson à l'air chaud. L'idée étant bien sûr de réaliser une caractérisation expérimentale de ces opérations et de reproduire ces conditions de traitement thermique de manière contrôlée au laboratoire pour pouvoir les étudier. L'étude a été menée sur une famille de produits industriels qui est bien évidemment liée aux industriels fabricants de produits alimentaires associés au projet. Donc on a travaillé sur des produits à base de pommes de terre, on a travaillé sur des produits panés de volaille et des produits asiatiques frits, qui sont des nems, qu'on appelle couramment des nems. Donc c'est des produits de grande consommation, aussi bien au niveau domestique qu'au niveau restauration hors foyer. Et on a travaillé sur 2 modes de réchauffage, je vous l'ai dit, un cuisson air chaud et cuisson par contact avec ou sans ajout de matière grasse. On a parallèlement à cette étude finalisée, à objectif finalisé avec les partenaires industriels, mené une étude prospective qui se proposait d'étudier la réactivité des lipides inclus dans un produit modèle qui est une émulsion, huile d'en haut, qui a été gélifiée et qui va donc servir de support de réactivité pour les lipides et qu'on va ensuite traiter de façon thermique en utilisant la cuisson par air chaud ou la cuisson par contact. L'idée étant bien évidemment de pallier la variabilité de structure et de composition des produits alimentaires industriels. Donc on a un milieu qui est parfaitement répétable avec des gouttelettes d'huile d'une taille voisine de quelques microns qui va subir des traitements thermiques et on va aller extraire cette matière grasse pour mesurer son niveau d'oxydation. Alors j'ai choisi de présenter 3 points extraits de ces travaux. Donc le premier qui a été mené au tout début du projet a été dans un premier temps d'essayer de caractériser l'environnement thermique des produits lors de leur traitement à l'échelle domestique. On s'est aperçu en faisant notre bibliographie, notre recherche bibliographique, qu'il y avait très peu d'études qui proposaient des données fiables et quantitatives sur les niveaux de flux thermique échangés entre le produit et son environnement pendant la cuisson. Ce qui est mené classiquement en conditions industrielles ne l'est pas à l'échelle domestique. Donc on s'est proposé de combler ce trou de connaissances en réalisant toute une gamme d'essais de caractérisation que je vais vous présenter aujourd'hui. À l'issue de cette caractérisation, on s'est aperçu qu'on devait, au laboratoire, concevoir des dispositifs qui nous permettaient de reproduire les conditions observées à l'échelle domestique de manière contrôlée. On a une telle variabilité à l'échelle domestique que si on veut mener une étude scientifique cohérente, on doit être capable de contrôler cette variabilité au laboratoire. Donc on a mis au point des outils pilotes de traitement thermique qui sont capables de reproduire la variabilité observée à l'échelle domestique dans des conditions qui sont parfaitement reproductibles.
Et je vous montrerai quelques résultats sur la réactivité des matières grasses industrielles sur 2 ou 3 types de produits couramment consommés, traités par un mode de réchauffage domestique. Alors, cette caractérisation de la variabilité, on l'a articulée autour des 2 modes de réchauffage étudiés, qui sont la cuisson par contact, ou cuisson à la poêle, et la cuisson à l'air chaud. Donc on est parti sur des dispositifs de chauffage qui sont classiquement rencontrés chez les consommateurs, électrique, induction, vitrocéramique et gaz. Donc on voit que les puissances mises en œuvre ne sont pas tout à fait les mêmes sur ces différents dispositifs. On a des feux dits doux, moyens et vifs, avec des puissances à feu vif qui atteignent environ 2000 watts. C'est l'ordre de grandeur qui a été mesuré. Sur ces dispositifs, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé des outils très classiques de réchauffage, qui sont 2 poêles avec des compositions différentes, une poêle en aluminium et une poêle composée d'un sandwich de métaux qui sont de l'aluminium, de l'inox, de l'aluminium et de l'inox. Les épaisseurs des poêles ne sont pas les mêmes, on les instrumente avec un thermocouple pour aller mesurer l'évolution de la température de surface chauffante pendant la cuisson. On préchauffe, comme le consommateur réalise l'opération en conditions domestiques. Et à la température de 200 degrés, on va aller déposer une charge thermique du produit alimentaire qui va être réchauffé pendant 5 minutes, être retourné, puis être à nouveau réchauffé pendant 5 minutes. Et on se propose d'acquérir en continu la température de la surface chauffante en fonction du temps, la puissance, et le gradient de température sur la surface de la poêle pendant le traitement thermique. Et on va réaliser un plan d'expérience pour essayer de caractériser au maximum la variabilité qui peut être observée à l'échelle domestique, sachant qu'on ne sera pas exhaustif. Il y a des poêles qui ont des revêtements différents, il y a des feux qui ne sont pas testés, on n'a pas testé toutes les puissances, mais bon, avec ces essais-là, on va caractériser tout de même une part de la variabilité. Donc le premier résultat intéressant est de s'apercevoir que quel que soit le mode de chauffage utilisé, quand on réchauffe à feu vif, le résultat atteint à l'issue du préchauffage est très 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 différent en fonction du type de poêle, en fonction du type de foyer, en fonction de la présence ou d'absence d'huile sur la surface de cuisson. On voit qu'on a des vitesses de montée en température qui sont radicalement différentes en fonction des différents essais réalisés, puisqu'on va entre 40 degrés et 130 degrés par minute. Alors bien évidemment, le consommateur ne dispose pas d'une sonde de température et n'interrompt pas son préchauffage à une certaine température de consigne. Il se fixe un temps moyen de préchauffage, quelques minutes, et on voit qu'à l'issue de ce préchauffage, on a des différences de température qui sont considérables selon qu'on travaille sur un chauffage électrique, selon qu'on travaille avec un outil traitement thermique par induction, selon qu'on travaille sur une poêle épaisse, une poêle fine, qu'on ait mis de l'huile ou qu'on n'ait pas mis de l'huile. Et ces gradients, ces différences sont loin d'être négligeables. La température à l'issue du préchauffage va varier de façon très importante. Donc dès le départ, on a une variabilité à gérer. Et puis quand on dispose le produit sur notre surface chauffante, on s'aperçoit que la cuisson à la poêle est toujours réalisée dans des conditions thermiques très transitoires. On s'aperçoit que la température, alors ce que je représente ici, c'est l'évolution de la température de la surface chauffante en fonction du temps, pour 2 modes de chauffage à feu doux, chauffage à feu moyen, et puis 2 types de poêles, poêle fine, poêle épaisse. À gauche, les résultats enregistrés en absence d'huile entre le produit et la surface chauffante. À droite, les mêmes essais réalisés avec présence d'une couche d'huile entre les 2 éléments. On s'aperçoit que la cuisson elle est réalisée à des températures qui varient constamment au cours du temps. Quand on travaille à feu doux, la température de la surface chauffante va diminuer suivant une allure quasi linéaire, et dans le cas d'une cuisson à feu moyen, on voit que la température augmente progressivement et atteint des valeurs très très élevées. On a des températures de surface chauffante de plus de 300 degrés en fin de chauffage, ce qui veut dire qu'au niveau de l'aliment, on n'est certainement pas à 300 degrés, mais on est à une température très très élevée. On peut monter jusqu'à 150, 200 degrés au niveau des surfaces chauffantes. Le rôle de l'huile, bien évidemment, va servir à modifier le goût du produit, mais va jouer un rôle également puisqu'il améliore la qualité des échanges thermiques entre le produit et la surface chauffante, et on s'en rend bien compte au moment du retournement, puisqu'au moment où on retourne le produit, dans le cas où on a mis de l'huile au fond de notre poêle, les échanges sont de très bonne qualité et la température de la surface chauffante va chuter. Donc on s'aperçoit que quand on
chauffe un produit avec présence d'huile au fond de la poêle, le niveau de température de la surface chauffante est moins élevé que dans le cas où on ne met pas d'huile. Alors c'est des effets qui sont significatifs tout de même. Ensuite, on s'est attaché à caractériser la variabilité de la cuisson au four et cette fois, encore une fois, on s'est trouvé devant la variété des dispositifs disponibles. On a choisi 3 types de fours. 2 fours classiques, 50 litres de volume utile avec des régulations différentes, une carte de puissance ou un thermostat, et puis un petit four de moindre puissance, de volume un peu plus faible. Et bien évidemment, on a instrumenté ces outils pour aller mesurer non seulement les températures de chauffage, ce que j'ai noté T indice infini, non seulement les puissances, mais également le niveau de convection et le niveau de rayonnement. Alors la température de l'air ne suffit pas pour caractériser l'intensité du traitement thermique. Ce sont les flux de chaleur qui vont caractériser l'intensité du traitement thermique. Et on doit être capable de faire la part entre l'énergie reçue par convection, chauffage entre l'air et le produit, et par rayonnement, échange de rayonnement électromagnétique entre le produit et les parois du four. Donc pour cela, on a utilisé un petit dispositif qui a été monté au laboratoire, donc un bloc de métal qui va jouer le rôle de puits thermique sur lequel on place 2 surfaces. Alors au niveau de la projection, on ne voit pas bien, mais la surface inférieure est noircie et la surface supérieure est brillante. Un des 2 capteurs absorbe le flux rayonné et le flux convectif, c'est le capteur du bas, et le capteur du dessus n'absorbe que le flux convectif. Le chauffage différencié de ces 2 éléments va permettre de faire la part de la convection et du rayonnement. Alors, avant de caractériser ces flux, on montre simplement les... On perçoit dès le départ qu'on a des fours qui ne tiennent pas du tout la consigne. C'est le cas des petits fours, le volume de 1000 watts, volume de 40 litres avec une puissance de chauffage de 1000 watts, qu'on soit en convection libre ou en convection forcée, on a une température effective qui est bien en deçà de la température de consigne. On veut 240 degrés et on réalise une cuisson autour de 200 degrés. Donc là, on voit de toute façon que la qualité de la régulation de ces appareils domestiques n'est pas suffisante pour garantir une bonne température de traitement thermique. Et ensuite, en mesurant ces niveaux de convection et de rayonnement, on s'aperçoit qu'on a des fours qui sont à l'échelle domestique essentiellement des fours rayonnants. Donc, j'ai présenté les résultats pour les 3 types de fours, pour des températures de consigne élevées, 240 degrés C, en changeant le mode de convection et convection forcée, avec mise en mouvement de l'air dans la chambre de cuisson. On a un ratio entre la convection et le rayonnement qui varie entre 30 et 70%, donc en faveur du rayonnement, et qui peut être équilibré jusqu'à 50%, 50%. Donc il est intéressant de remarquer à ce niveau que si au niveau de l'échauffement, ces 2 flux auront quasiment le même effet, par contre au niveau du séchage, ces flux auront un effet différent puisque le flux convectif va être un flux desséchant alors que le flux de rayonnement va être un flux essentiellement chauffant. Donc en favorisant le rayonnement, en favorisant la convection, on va mener des traitements thermiques qui seront plus desséchants que les traitements thermiques à fort niveau de rayonnement. Donc, à nouveau, une forte variabilité entre les différents appareils qui a été caractérisée dans le cadre de notre étude. Alors, à l'issue de cette étude sur la variabilité, on a cherché à proposer au laboratoire des dispositifs qui mimaient les conditions qu'on avait observées au niveau domestique et qui étaient capables de les reproduire en conditions répétables et contrôlées. L'idée étant bien sûr de produire ensuite une série d'échantillons qui vont être caractérisés chimiquement. Alors, pour le four, les choses ont été relativement simples. On est parti d'un appareil du commerce qu'on a complètement modifié, partiellement. On a shunté la régulation d'origine et on a placé un thermocouple au milieu de la chambre de cuisson et on a modifié la régulation pour s'assurer d'une température de cuisson constante et uniforme pendant le traitement thermique. Donc cet appareil est relativement facile à réaliser. En ce qui concerne l'outil de cuisson par contact, par contre, on a conçu quelque chose de relativement original. Donc voilà les photos du dispositif réalisé. Donc ce dispositif, a la forme d'une poêle. Ce qu'on ne voit pas, c'est que l'outil est alimenté électriquement. On voit un fil qui part sur l'illustration de gauche. Je sais pas si... Pardon ? Ah
oui, d'accord, ok. Donc cette alimentation électrique va alimenter un fil résistif en cuivre qui va délivrer une puissance comparable à celle qu'on observe en conditions domestiques, donc au niveau de 2000 watts. Au-dessus de cette plaque en cuivre, on a une plaque inox. Et au milieu de cette plaque inox, on a une petite cellule de mesure là, qui est pointée sur le schéma à gauche. Et cette cellule de mesure, elle est constituée du même métal, de l'inox. Mais au sein de cet inox, on a positionné 3 petits thermocouples très très fins, donc une centaine de micromètres, qui vont aller mesurer l'évolution en fonction du temps de la température à 3 épaisseurs dans le métal. Et à partir de cette mesure à 3 épaisseurs dans le métal, on va remonter par calcul au flux qui est échangé entre le produit et la surface chauffante. Le dispositif est isolé pour s'assurer d'un transfert de chaleur unidirectionnel. On pose tout ça sur une balance et on enregistre en fonction du temps la perte en masse du produit pendant son réchauffage. Donc, avec ce dispositif, on est capable de réaliser le type d'enregistrement que je vous présente sur ces 2 graphes. Donc, on régule. Donc, on a une bonne régulation de la température de surface chauffante et on a une information qui est relativement précise et qui concerne le flux échangé par contact entre le produit et la surface chauffante. On pose le produit, la surface du produit voit sa température augmenter, le flux de chaleur diminue, on visualise sur l'évolution du flux le retournement du produit, les pressions exercées pour améliorer la qualité du contact entre le produit et la surface chauffante. Donc, je suis désolé. Donc, je ne vous ai pas montré les résultats sur la réactivité des matières grasses alimentaires, mais on a montré dans cette étude que les conditions nominales telles que préconisées par les industriels participant au projet ne modifiaient que très peu la qualité des produits alimentaires. Alors, on a imputé cette faible réactivité des lipides à un très mauvais renouvellement en oxygène dissous dans ces produits, l'oxygène dissous étant un catalyseur de l'oxydation, et qu'on avait finalement une montée en température relativement faible pendant des durées de traitement relativement faibles. On n'a pas vu de variation de composés néoformés dans ces traitements domestiques, pas d'acide gras trans, pas de stérol oxydé, et on a une très très faible variation des marqueurs de thermo-oxydation. On a toutefois mis en évidence une oxydation un petit peu plus marquée dans le cas des traitements à la poêle, où les produits traités vont absorber l'huile qui est utilisée pendant la friture plate. Cette huile étant surtraitée thermiquement, va se retrouver au niveau du produit et on va retrouver des marqueurs d'oxydation à ce niveau-là. Alors parallèlement à ces résultats, on a des résultats de type méthodologique qui sont les dispositifs que je vous ai présentés un petit peu rapidement. Et on a également proposé des modèles de réactivité qui concernent l'oxydation des acides gras polyinsaturés en couplant ces modèles de réactivité à des modèles qui étaient capables de prédire les montées en température et les pertes en eau dans les produits. Donc je vous remercie pour votre attention et je m'excuse pour le dépassement du délai. Donc, Monsieur le Président, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Alain Conjoyant, effectivement, je suis directeur de recherche à l'INRA, à Clermont-Ferrand, dans une unité qui s'appelle Qualité des produits animaux et qui traite essentiellement des viandes et produits carnés. Et je vais vous parler donc de la cuisson et de la qualité toxico-nutritionnelle des viandes. Alors, quel phénomène? Alors, si effectivement on regarde les implications de la cuisson, on peut dire qu'une des premières implications, en tout cas historiquement parlant, était celle de détruire les micro-organismes pathogènes. Ça, je ne vais pas vous en parler puisque mon exposé est focalisé sur les aspects nutritionnels et un peu toxicologiques. Alors, qu'est-ce qui se passe quand effectivement on chauffe une viande, un apport d'énergie? Déjà, il faut considérer que c'est une matrice solide, donc on n'est pas en milieu liquide. Et donc, la viande contient essentiellement des protéines, des glucides et des lipides. Beaucoup de protéines, évidemment. Et vont se dérouler à l'intérieur, comme il a été dit précédemment par les autres orateurs, des réactions de Maillard et d'oxydation, qui sont aussi très importantes. Alors, qui ont 2 implications, soit des implications directes d'un point de vue nutritionnel, c'est-à-dire qu'elles vont affecter la biodisponibilité des acides aminés, des peptides. Il peut y avoir des pertes en micronutriments, des vitamines, d'autres types de micronutriments, et puis des produits toxiques d'oxydation ou de sous-produits de la réaction de Maillard. Ça, c'est des impacts directs d'un point de vue toxico-nutritionnel. Et puis, il y a un impact indirect d'un point de vue nutritionnel, mais qui est important. Il est sensoriel, c'est-à-dire le fait que la réaction de Maillard va transformer les qualités sensorielles de la viande cuite, va influer sur son appétence et donc
indirectement sur les qualités nutritionnelles de la viande. Oui. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots de ce que c'est que la réaction de Maillard? La réaction de Maillard, elle va être décrite par un orateur suivant. Donc c'est quand on met un sucre et un acide aminé, et à ce moment-là, on a des produits de réaction de Maillard qui se développent à différents stades, produits d'Amadori, etc. Mais je sais que Mme Birlouès va en parler, donc peut-être que là, les exposés ne sont pas tout à fait dans le même ordre. Voilà. Donc, alors, maintenant, je reviens à des cas pratiques. Donc mon collègue précédent a montré effectivement les appareils domestiques. Je vous les remontre simplement parce que c'est ceux que vous utilisez tous les jours. Ceci dit, à l'échelle, on peut passer à l'échelle supérieure, donc l'échelle de la restauration hors foyer, RHF, ou de l'industrie. Et ce que je voulais conclure, en fait, a déjà été dit par l'orateur précédent, c'est-à-dire que les conditions en fait, de cuisson sont très hétérogènes d'un appareil à l'autre. Ça veut dire qu'on a beau croire qu'on contrôle quelque chose, à l'échelle domestique, on contrôle plus ou moins, à l'échelle industrielle un peu mieux, mais on ne contrôle pas si bien que ça. Alors ça, c'est un problème quand on fait la bibliographie scientifique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur la cuisson des viandes, mais on en tire des conclusions souvent contradictoires, surtout quand il s'agit du quantitatif. C'est-à-dire qu'on peut avoir des résultats assez opposés entre deux études, simplement liés à un mauvais contrôle des appareils. Donc problème de contrôle et d'extrapolation, problème de quantification, qu'est-ce qui se passe réellement, et puis quand on veut concevoir un nouvel aliment cuit, eh ben, comment faire? Alors on peut avoir une démarche empirique, et nous on va voir tout à l'heure qu'on en propose une autre. Alors, à ceci se rajoute le fait que les aliments sont des aliments solides. Ça veut dire que la cuisson est hétérogène. Alors, ça, on peut le visualiser. Là, j'ai mis simplement de la couleur. On voit une viande cuite et une viande crue, donc ça se voit facilement sur les viandes. Et on voit très bien que la cuisson soit effectuée ici à gauche, en bas, alors pour vous ça doit être, enfin bref, que ça soit par convection forcée, c'est-à-dire dans un four ou dans un four micro-ondes, les hétérogénéités sont tout à fait notables. Les fours micro-ondes n'étant pas plus homogènes que le reste, contrairement à ce que pensent beaucoup de consommateurs. Alors, le problème, c'était l'empirisme, donc j'ai mis cuisson une autre approche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut faire un peu d'études scientifiques derrière pour pouvoir prédire, c'est pas simplement pour pouvoir se faire plaisir, bien qu'on se fasse plaisir aussi, pour pouvoir prédire les choses, et bien à ce moment-là, il faut dissocier les phénomènes d'échange d'un côté et les phénomènes réactionnels de l'autre. C'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que les phénomènes d'échange, de transfert, alors échange de chaleur bien sûr, échange de matière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la viande va perdre du jus, d'une manière un peu simpliste mais réaliste, et que ceci va influer fortement évidemment sur les réactions et sur la qualité de la viande d'une part. Et d'autre part, les réactionnels, c'est-à-dire qu'il y a des réactions de Maillard, des réactions d'oxydation, et c'est ça qui va faire varier les qualités toxico-nutritionnelles de la viande. Si on étudie les deux séparément et qu'on est capable de prédire quantitativement ce qui se passe sur les échanges d'un côté, sur les réactions de l'autre, et qu'on remet tout ensemble, en le validant, et bien après, on peut faire tourner des modèles, et ces modèles permettent de générer des résultats avec un minimum d'effort expérimental. Donc c'est la démarche que nous avons utilisée au laboratoire. Alors je vous présente d'abord l'étude sur les transferts. Alors je vous montre des images, je vais aller un peu vite parce que moi j'avais prévu aussi plus de 25 minutes. Alors je sais que le président, donc je vais tenir mes 25 minutes. Donc il y a certaines diapositives où je vais aller un peu plus vite. Ici je présentais d'une part ce qui se passe quand on chauffe une viande. Donc vous avez, alors là on est en laboratoire, on sort de ce qui se passe en industrie et on a chauffé une viande dans un aimant IRM. Alors pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'on voulait voir comment circulait le jus et comment s'effectuait cette expulsion. Et en fait, vous le savez, quand vous faites réchauffer un morceau de viande, il se contracte, il y a une thermocontraction, les fibres se contractent, le tissu conjonctif se contracte, et c'est ça qui expulse le jus. Ce n'est pas de la diffusion, comme on rencontre souvent, c'est de la thermocontraction. Donc là, on a étudié ça, ce qui permet ensuite de le quantifier et de le valider. Et en bas, comme la thermocontraction des viandes est quand même assez compliquée à modéliser, on a fait un modèle beaucoup plus simple, partant d'un certain nombre d'hypothèses que je ne décrirai pas ici, qui permettent de décrire l'expulsion du jus en fonction de la température, en fonction du temps. C'est ce que vous avez. Donc le modèle est toujours en très plein et les points expérimentaux représentés par des symboles. Alors, autre phénomène qui est extrêmement important, c'est le croûtage. Alors la croûte représente quelque chose qui est très fin à la surface des aliments, mais elle a une influence considérable sur les aspects toxicologiques, parce que c'est là que vont se fabriquer les composés à haute température qui peuvent être cancérigènes, et d'autre part sur la flaveur, par contre, parce que quand on fait griller une viande, évidemment, c'est là que se forment les composés aromactifs. Voilà. Alors je ne détaille pas ici tout ce qui a été fait à ce niveau-là, où on a quantifié un certain nombre de choses qu'on a pu aussi modéliser.
Alors là, on se rapproche de quelque chose qui a déjà été décrit par l'orateur précédent. Ce qu'on a voulu voir, c'est, alors d'une manière un peu au niveau du laboratoire, mais on l'a après étendu à l'échelle domestique, qu'est-ce qui se passe lors d'une friture plane en termes de pénétration d'huile. Alors je vous passe le dispositif expérimental qui était à gauche. Simplement, ce qu'il faut faire pour savoir comment pénètre l'huile, il faut être capable d'avoir l'échantillon cru, parce qu'il contient la matière grasse dans son état initial, et soustraire cette matière grasse à l'échantillon cuit, et comme ça on peut savoir comment l'huile a pénétré. Donc vous avez cette expérience, et on finit aussi dans un aimant IRM qui permet d'avoir un profil de pénétration de la matière grasse. C'est ce que je vous montre ici. Donc ça, c'est les images d'IRM dans lesquelles on soustrait l'échantillon cru de l'échantillon cuit. Donc je passe sur le détail, sinon je serais trop long, mais voilà comment on a fait. Échantillon avant cuisson, échantillon après cuisson, on soustrait les deux images et ça permet d'avoir un profil, enfin beaucoup de profils, des centaines de profils. Voilà le profil moyenné, donc c'est celui qui est en bas avec le pic. Ça c'est le profil je passe les températures qui sont en haut, qui est contrôlé en même temps. C'est le profil de pénétration en huile. On voit que le pic est localisé à peu près vers 2-3 mm de profondeur. Il s'étend jusqu'à 4 mm. La hauteur du pic dépend de la température de la cuisson. Et donc on voit, ça on savait, mais on peut le quantifier. Et ça peut avoir un impact très fort d'un point de vue nutritionnel, puisque si on imagine qu'un steak fait à peu près 1,5 cm à 2 cm d'épaisseur, si on pénètre de chaque côté sur 4 mm, évidemment ça a un impact nutritionnel important si l'huile est oxydée, si l'huile est saturée, etc. Alors maintenant je vais passer à au deuxième volet de mon exposé, qui est plus sur les réactions. Avec 3 exemples. Un petit, très bref exemple sur les conséquences toxicologiques. J'ai été bref parce que l'oratrice qui va suivre va le développer largement. Et surtout, je me suis après concentré sur les aspects plutôt nutritionnels, avec une perte en micronutriments d'une part, un exemple de perte en micronutriments, et puis des effets sur la digestibilité des viandes. Avec une question qui est ensuite une question de fond, je la laisse pour le débat, mais j'amorce mon propre débat, je ne sais pas si on ira jusqu'au bout, qui est jusqu'où aller dans la représentation de la complexité des réactions. Parce qu'on verra tout à l'heure, Bertrand Broyard a sauté toute une partie de son exposé que j'avais vu, et vous verrez qu'un schéma réactionnel de Maillard et d'oxydation, c'est des centaines de réactions. Donc jusqu'où on va pour les représenter, et quel intérêt ça peut avoir en termes de prédiction. Alors ça, c'est des dispositifs de labo, je ne les décris pas. C'est la même chose que ce qui a été fait pour Bertrand Broyard, mais dans des jets, pour contrôler en fait une cuisson par jet. Voilà, c'est des dispositifs de laboratoire. Alors ce que je veux simplement montrer, c'est que le problème, c'est quand on veut mesurer des réactions dans des produits solides, c'est difficile. C'est souvent différent de ce qui se passe en liquide. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait pris des tranches, on essaye d'avoir une température qui est assez rapidement uniforme dans le produit, qu'on peut considérer comme uniforme. On l'a fait, et après, on fait varier le temps de réaction, on étudie une cinétique de formation ou de destruction d'un produit. Et ce que je voulais simplement montrer, que ce n'était pas facile, parce qu'au bout d'un certain temps, l'échantillon éclate, et donc on est limité, cette fois-ci, expérimentalement, dans le processus expérimental. Ça, c'est un autre dispositif pour étudier la croûte, et je ne m'y attends pas, parce que j'en ai pas le temps. Je veux simplement montrer qu'on peut avoir des belles cinétiques. Donc ça, c'est la formation de 4 composés aminés aromatiques hétérocycliques qui sont des composés carcinogènes. On peut prédire leur formation et leur destruction. On peut mettre un modèle simple derrière. Par contre, on met un modèle simple dans lequel on ne décrit pas l'ensemble des réactions, c'est simplement la progression d'une réaction. Attention, on ne décrit pas toutes les cinétiques de toutes les réactions, et on les met pas ensemble parce qu'on serait pour le moment pas capable de le faire. Bon, ça c'est une autre condition, je passe. Et simplement ce que je voulais montrer, c'est qu'en fonction de l'activité de l'eau, c'est-à-dire de la teneur en jus de la viande, et en fonction de la nature du muscle, on peut avoir des résultats différents. Et là, ça devient difficile de séparer les aspects échange, c'est-à-dire migration de jus, parce qu'on imagine que le jus amène des précurseurs de réaction, et ces précurseurs de réaction vont arriver à la surface du produit, la surface du produit étant chauffée, vont se produire des réactions de formation, de dégradation. Donc cette migration, des effets cinétiques purs, des effets des réactions pures, c'est-à-dire est-ce que l'effet est lié à une migration de précurseurs ou une variation de composition du produit, ou d'autres hypothèses encore. En tout cas, il y a une différence entre les viandes et il y a une différence entre les muscles, et il faut la noter. Alors maintenant, je continue sur des exemples, cette fois-ci nutritionnels, pour des pertes de teneur en micronutriments. Et un des éléments extrêmement importants des viandes, c'est la teneur en fer héminique qui est très bio-accessible, et donc d'où l'intérêt des viandes, en particulier des viandes rouges, pour lutter contre l'anémie en particulier. Alors, par
contre, il peut y avoir des effets négatifs, je ne m'étendrai pas là-dessus, et l'effet du ferriminique peut être contrebalancé. Cependant, c'est quand même un composé essentiel des viandes. Et là, donc, je vous présente à gauche une cinétique de dénaturation, destruction de ce ferriminique. C'est ce que vous voyez, les courbes que vous voyez à gauche. Et à droite, j'inclus cette fois-ci l'évacuation par le jus de ce ferriminique, parce qu'il y a deux sources de perte. Un, l'évacuation par le jus, et deux, la dénaturation thermique. On peut coupler les deux, on peut les représenter et on peut les modéliser, c'est ce que vous avez au-dessus. Et ensuite, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à générer des tables. Donc là, je ne me demande pas de lire évidemment ces tableaux. Simplement, on a constitué pour le SQL des tables à partir du modèle, ce qui permet de balayer un très grand nombre de conditions expérimentales qu'on mettrait beaucoup de temps et surtout qui seraient très chères à réaliser, parce qu'analytiquement c'est très cher, et donc qui permet de répondre aux consommateurs. Ça, c'était pour les industriels. Barème de cuisson, réponse de perte en micronutriments. On l'a fait pour le ferriminique, on l'a fait pour les vitamines. Et une vitamine qui est très importante, c'est la vitamine B12, qui est présente uniquement dans les viandes de ruminants. Alors pour le consommateur, on peut présenter ça sous des formes beaucoup plus simplifiées, et on l'a fait, et c'est sur le cycle du CIV, et c'est quelque chose qui est important parce que ça donne cette fois-ci des fourchettes, évidemment, là, on est obligé puisque c'est des cuissons domestiques assez peu contrôlées, on arrive à des fourchettes qui sont des fourchettes non pas du fait qu'on n'est pas capable de les prédire, c'est simplement du fait de la variabilité des conditions de cuisson rencontrées à l'échelle domestique pour différents types de modes de cuisson. Alors, on peut faire la même chose, et là je ne m'étendrai pas, parce que je pense que je ne sais pas où je suis, de combien de minutes, mais je dois être à... Bon, alors je peux juste parler un petit peu de la digestibilité. C'est quelque chose qui est important, c'est quand on cuit, on l'a cité tout à l'heure, on augmente la digestibilité des viandes. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on cuit une viande, on débobine les protéines, on augmente les sites de coupure, en particulier par les enzymes. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir augmenter cette digestibilité. Par contre, on crée d'autres réactions qui ralentissent. C'est-à-dire qu'on augmente le site de coupure, donc la digestibilité maximum est augmentée. Par contre, la vitesse de réaction est diminuée. Et ça peut être intéressant quand on couple les deux, et on peut arriver à prédire ce qui se passe dans l'estomac. Cette fois-ci, l'idée, c'était en fait de prédire par un modèle cinétique ce qui se passait dans l'estomac, en disant, voilà, je cuis la viande à telle et telle température, dans telle et telle condition, est-ce qu'elle va être plus digeste et de combien? Et on a confronté ça c'était un modèle in vitro, pour faire beaucoup de manips, on faisait les manips in vitro en mettant les enzymes, et ensuite on a fait valider ça, alors ça c'est des collègues qui l'ont fait in vivo, en mesurant la biodisponibilité en acides aminés dans le sang. Dans le sang, c'était des animaux, hein, des mini-porcs, mais ça représente ce qui se passe chez l'homme. Il y a aussi des réactions d'oxydation, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, je veux simplement dire que la cuisson peut créer de l'oxydation des acides aminés. Ces acides aminés qui étant oxydés sont cette fois-ci moins disponibles au niveau du consommateur. Donc c'est intéressant aussi d'aller suivre l'oxydation cette fois-ci des acides aminés, ça peut avoir une influence sur un certain nombre d'acides aminés essentiels, et il y en a un certain nombre. Et là, il y en a 3, et en particulier, par exemple, la tyrosine, on oxyde 90% de la tyrosine quand on est à très haute température. D'où l'intérêt d'aller regarder un peu plus dans le détail, de ne pas regarder simplement les acides aminés d'un point de vue global, mais de les regarder en particulier. L'un après l'autre. Alors, jusqu'où aller? Alors, je vais aller plus loin, comme ça sera encore pire. Ça, c'est un schéma réactionnel du rôle du fer dans les premières étapes de la réaction d'oxydation. Et on voit qu'on arrive déjà, alors je ne sais plus si c'est 12 ou 20 réactions, et on n'a pas mis effectivement les étapes suivantes qui sont les étapes de propagation quand il y a oxydation des lipides. Vous voyez que ça devient très compliqué, et quand on fait une étude cinétique de ça, c'est intéressant d'un point de vue du laboratoire, mais après, jusqu'où va-t-on dans la représentation du système au niveau industriel, et quel intérêt ça a? Quelle force on doit mettre là-dedans? Ça, c'est une véritable question. Donc on a, pour ça, on commence à regarder justement la sensibilité de nos modèles pour pouvoir voir jusqu'où il est intéressant d'aller dans la représentation de ce type de système. Voilà. Alors j'arrive à la conclusion. Alors la conclusion, elle est relativement simple, c'est-à-dire de dire qu'il y a de nombreux effets toxico-nutritionnels de la cuisson qui dépendent de deux choses. En fait, on peut les séparer en deux types de phénomènes, les phénomènes d'échange, de chaleur et de matière, qu'il y a des réactions qui sont variées et complexes, d'hydrolyse, de matière et d'oxydation, qu'il est intéressant quand même de ne pas rester à un stade de l'empirisme, parce que sinon on ne contrôle pas grand-chose, on ne peut rien prédire. Donc on peut maintenant, si on a une approche de modélisation en deux volets, les échanges d'un côté, les réactions de l'autre, et après qu'on arrive à remettre le tout ensemble, prédire les choses de façon à mieux contrôler, optimiser les procédés dans les appareils existants. On peut faire un changement d'échelle,
passer éventuellement d'une cuisson à l'échelle domestique à une cuisson industrielle. Et puis c'est quelque chose qui est intéressant dès qu'on commence à concevoir un nouvel aliment. Parce que quand on conçoit un nouvel aliment, eh ben, on part de quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, et donc on ne l'a pas forcément fabriqué. Et puis ça minimise évidemment beaucoup aussi le coût expérimental. Et par contre, évidemment, le coût du modèle est quand même assez élevé, donc c'est une nécessité de savoir jusqu'où on va dans la représentation des phénomènes. Les outils sont de plus en plus performants d'un point de vue analytique, donc on peut aller chercher des molécules de plus en plus traces, on va dire. Et puis on est capable, en termes de modélisation, de représenter l'effet de plein de réactions, mais d'abord on n'a pas toutes les constantes, et puis ensuite ça demande quand même un effort de validation qui est important, et donc c'est une vraie question que je laisserai peut-être pour le débat. Voilà. Bien. Une question avant que vous fermiez. Qu'est-ce que c'est au juste le fer hémidique? Ah oui, alors le fer en fait, c'est une bonne question. Le fer peut se retrouver à l'état de fer libre, soit piégé dans les protéines. Pardon. Oui, le fer peut être soit à l'état libre, mais il est souvent, en tout cas dans la viande, il est dans la myoglobine. C'est-à-dire qu'en fait, il représente, comme vous avez vu effectivement que l'hémoglobine représentait un M et que le cœur de l'M, c'est du fer. Et en fait, l'hémoglobine sert à transporter l'oxygène. Dans le muscle, la myoglobine fait la même chose. Et en fait, ce fer, donc, qui est au cœur de la protéine, de la globine, et en fait, voilà, peut se dénaturer. Enfin, quand la protéine se dénature, il est effectivement libéré. Et on a constaté, ça c'est des expériences, que le fer héminique, donc lié à son M, passe beaucoup plus facilement la barrière intestinale que le fer libre. En tout cas, il est réputé pour être beaucoup plus bioaccessible. Voilà. Merci Monsieur le Président, bonjour à tous. Donc je vais vous parler à nouveau de la réaction de Maillard de manière assez simple, rassurez-vous. Et mon objet, c'est d'abord de vous montrer comment on cherche à maîtriser cette réaction. Donc je ne peux m'empêcher de rendre hommage à nos ancêtres, effectivement du Paléolithique. Au moment où ils ont découvert le feu et ils ont su le maîtriser, on se rend compte aujourd'hui que ça a été un moteur clé dans l'hominisation, dans le phénomène d'hominisation, parce que ça a permis, non seulement sur le plan culturel, sur le plan culinaire, de générer des nouveaux arômes, d'augmenter l'appétence des aliments, donc la quantité d'aliments ingérés, mais ça a également permis d'améliorer la qualité hygiénique, de mieux conserver ces aliments, et également d'améliorer la digestibilité. Ça, c'est extrêmement important, parce que ça a permis de libérer beaucoup mieux l'énergie de ces aliments, et de libérer également de l'énergie pour le développement du cerveau. Donc, ceci étant dit, effectivement, on revient à la réaction de Maillard, et vous voyez ici, je vous la présente de manière extrêmement simple. C'est la réaction entre un sucre dit réducteur, qui va pouvoir réagir avec une amine. Une amine est présente dans tous les acides aminés, est également présente à un moindre niveau dans les protéines, puisque ces amines sont bloquées dans les liaisons peptidiques. Ensuite, on a un premier produit stable, qui est le produit d'Amadori, et c'est là que les choses ont commencé à se compliquer. Il y a énormément de molécules, comme vous l'a montré Alain Conjoyant tout à l'heure, des molécules donc extrêmement complexes, on pense qu'on n'en connaît que 10%, et qui vont être à l'origine des multiples composés aromatiques qui vont se former dès qu'on va chauffer un aliment. Pour exemple, vous voyez tous ces aliments différents pour lesquels la même réaction de Maillard va générer des arômes qui vont être caractéristiques de saveurs, d'arômes aussi différents que la croûte de pain, la viande grillée ou le café torréfié. Donc ça vous donne une idée de la multiplicité de réactions qui dépendent en fait de la composition de ces aliments et de la manière dont on va apporter la chaleur. On a également ce qu'on appelle les mélanoïdines, ce sont des composés bruns qui vont expliquer la texture, la couleur donc des aliments et qui en plus sont des molécules plutôt favorables, antioxydantes. Pardon. Cependant, il y a également des molécules donc plutôt néfastes qui sont formées dans le même jeu de ces réactions multiples. J'en ai cité quelques-unes, l'acrylamide, qui a fait parler énormément d'elle depuis donc 2002. De très nombreux articles se sont intéressés à cette molécule pour essayer de la comprendre, tant dans ses mécanismes de formation que dans sa toxicité. Elle est effectivement cancérogène. Le furane, molécule également cancérogène, et la molécule carboxyméthylésine, qui elle est plutôt une molécule pro-inflammatoire. Donc,
l'ensemble de ces molécules qui sont générées dans ces mêmes réactions, à côté d'autres peut-être que nous découvrirons dans quelques années, montrent que cette réaction, aussi intéressante soit-elle, doit être maîtrisée. Et c'est bien l'objet donc de cette balance qui vous montre comment on va chercher par la compréhension, par la maîtrise au travers de nouvelles technologies notamment, de conserver tout l'aspect aromatique, texturant de ces réactions, en limitant les aspects néfastes pour la santé. À titre d'exemple, Food and Drink Europe, qui est donc la confédération européenne des associations nationales d'industrie alimentaire, a mis en place une boîte à outils pour que les industriels commencent à suivre des pistes simples pour limiter la formation de ces contaminants. Mais ces solutions ne sont pas encore suffisamment satisfaisantes. Avant de parler de solutions, il est quand même important de se poser la question de l'ampleur du danger lié à ces produits de Maillard. Parce qu'en fait, on connaît la toxicité in vitro de l'acrylamide, du furane, mais on n'est pas capable aujourd'hui de dire dans quelle mesure ces molécules que nous ingérons quotidiennement jouent un rôle dans la santé des consommateurs. Donc, nous avons voulu démarrer une recherche collective pour d'une part, réaliser quelques études cliniques et mieux cerner de manière très concrète l'ampleur du problème. Un deuxième élément donc, de ces recherches collaboratives, donc ces deux recherches sont des recherches européennes. L'une s'appelle ICAR et l'autre Prometheus. Je vous parle de ces deux études au milieu de multiples autres parce que c'est des études que nous avons faites en partenariat avec l'Actia et donc que je connais mieux. Et donc, dans le cadre de ces études, on s'est également proposé 3 autres objectifs. Un objectif qui était de développer une méthode très simple, rapide, quasiment instantanée, pour que les industriels puissent mesurer ces contaminants au cours de la transformation alimentaire. Ensuite, on a évalué différentes technologies innovantes de transformation des aliments qui soient plus douces, plus respectueuses de l'aliment. Et tout cela grâce à des aliments modèles que l'on a transformés à l'échelle laboratoire, pilote ou industrielle. Alors tout d'abord, ces composés de Maillard sont-ils absorbés? Une étude chez le nourrisson a donné des résultats extrêmement clairs. Il s'agit donc de bébés, une centaine de bébés, qui ont été nourris soit par leur mère, soit par des formules infantiles où la réaction de Maillard est extrêmement intense parce qu'on a beaucoup de protéines réactives et beaucoup de lactose et d'acides gras également qui vont réagir dans la réaction de Maillard. Il n'y a pas que les sucres. Et donc, vous voyez à gauche, la quantité de carboxyméthyllysine, c'est une de ces molécules considérées comme néfastes qui se forment donc dans ces laits infantiles. On voit donc qu'il y en a dans les formules, mais pas dans le lait de femme. Si cette formule est hydrolysée, c'est-à-dire hypoallergénique, on a cassé les protéines, eh bien, on a beaucoup plus de ces molécules parce qu'on a beaucoup plus de composés amines réactifs. Et si on regarde dans les urines de ces mêmes bébés, on voit un schéma strictement similaire montrant que cette molécule a été absorbée et a été d'ailleurs rapidement excrétée. Pour autant, a-t-elle des effets au moment du passage au niveau sanguin et dans les tissus? Pour y répondre, une autre étude clinique que nous avons réalisée sur des jeunes, cette fois-ci des sujets jeunes, 64, qui ont été soumis à un même système alimentaire, les mêmes aliments, les mêmes plats élaborés, mais dans un cas uniquement des cuissons douces à la vapeur et dans l'autre cas des cuissons plus sévères, donc avec des fritures, des grillades, etc. Et puis du pain plus cuit par rapport à du pain moins cuit. On a été très vigilants sur l'équilibre nutritionnel et l'équivalence nutritionnelle entre ces deux régimes. Et le constat est ici, donc ce qui est significatif en termes de résultats, c'est qu'on a observé donc une augmentation de ce qu'on appelle le stress oxydant, c'est-à-dire une baisse des vitamines antioxydantes plasmatiques les plus importantes, vitamine C et vitamine E, dans le cadre du régime à fort produit de Maillard. Une augmentation de ce régulateur de l'oxydation qu'est le coenzyme Q10 ou ubiquinone. On a eu une augmentation d'un facteur OMA qui parle de la résistance à l'insuline, donc c'est un facteur de risque du diabète, une augmentation du cholestérol et des triglycérides. Ces augmentations sont extrêmement faibles, elles sont significatives mais très faibles. On est chez le sujet sain, toute la question est de savoir, chez des sujets plus
sensibles au diabète, aux maladies cardiovasculaires, quels sont les effets, et d'autres études ont été réalisées effectivement chez les sujets âgés, chez les sujets diabétiques, montrant que ces mêmes effets sont observés et générés vraisemblablement par de l'inflammation chronique. Donc, un deuxième objectif était de développer une méthode rapide, et c'est là que je vous dis juste un petit mot sur Spectralis. Donc, je suis moi-même enseignant-chercheur, j'étais enseignant-chercheur à AgroParisTech, et d'ailleurs j'ai travaillé de nombreuses années sur cette réaction de Maillard, et il y a 5 ans, j'ai créé une entreprise Spectralis Innovation pour permettre de développer cet outil de mesure qu'on appelait Fluoralis, et qui visait dans le cadre d'ICAR puis de Prometheus, cette deuxième étude, de mesurer en temps réel ces contaminants néoformés comme l'acrylamide. Cette technique est basée donc sur la fluorescence parce que c'est une technique très sensible, il suffit d'éclairer l'aliment pour recueillir une fluorescence, c'est-à-dire une émission de lumière naturelle qui va nous rendre compte de l'état de cette matière biologique qui va subir elle-même ces traitements thermiques et générer ces produits de Maillard. Et on va pouvoir, de manière extrêmement directe, visualiser ces produits de Maillard. Vous avez une image de la fluorescence qu'on observe dans, par exemple, un aliment cru, où on voit les protéines, et après cuisson, vont apparaître des nouveaux composés fluorescents qui marquent la formation donc, de ces produits de Maillard. Il y en a de plusieurs types, mais ils sont toujours situés dans les mêmes zones spectrales. À partir de là, on peut donc générer des modèles d'étalonnage qui vous sont figurés ici pour vous rendre compte des 3 composés néoformés dont on a parlé, acrylamide, furane, carboxyméthylysine, avec une précision extrêmement élevée, puisqu'on est à peine supérieur à la précision des méthodes chimiques qui sont très lourdes, souvent 2 jours pour faire une seule analyse. Donc, le premier objectif, c'est de permettre, grâce à cet outil, de faire une mesure très simple et de contrôler les ingrédients, les différentes étapes de cuisson et bien sûr le produit fini en vue de maîtriser le taux de ces contaminants. Et par exemple, on a travaillé avec un industriel qui fabrique des biscuits, qui faisait partie du projet Prometheus. Vous voyez là la ligne de biscuits déjà cuits. Et on a prélevé des échantillons dans le four tunnel. On a différentes chambres de cuisson. Et on voit comment on est capable à la fois de prédire la valeur, mesurer par chromatographie, spectrométrie de masse, vous montrant qu'on est extrêmement précis dans cette prédiction, pouvant donc remplacer la méthode blanche par cette méthode simple. Et en même temps, vous voyez aussi comment l'acrylamide se forme dans la toute dernière étape de cuisson du biscuit, au moment où la teneur en eau arrive à son niveau pratiquement final de 2%, qui va signer l'état de cuisson du biscuit, pour qu'il soit bien croustillant et qu'il se conserve bien. Et grâce à cet outil, on peut du coup suivre de manière quotidienne, sur chaque batch de fabrication, le taux d'humidité, ce qui est fait déjà aujourd'hui grâce à l'infrarouge. Donc les industriels suivent leur taux d'humidité, ce sont les courbes en bleu. La courbe en bleu est la mesure là c'est pas par infrarouge, c'est par méthode de séchage, mais peu importe, et la méthode par fluorescence. Et en dessous, en vert, on voit l'acrylamide. Et on voit que si l'humidité est relativement bien maîtrisée, même s'il y a quelques petits aléas dans la recette 2, l'acrylamide, en revanche, varie beaucoup plus. Et donc, on peut montrer ainsi que si on mesure chaque batch, on va avoir la possibilité, par un travail, bien sûr, de modélisation et de mise en place des corrections nécessaires sur le système de cuisson, d'arriver à maîtriser parfaitement ce taux d'acrylamide pour être au niveau des valeurs guides qui sont préconisées aujourd'hui, qui ne sont pas encore réglementées. Une autre solution qu'on a étudiée, c'est l'encapsulation. C'est une solution très simple en soi dans l'idée, mais complexe à mettre en œuvre. Il s'agit donc de protéger l'aliment des substrats réactifs. Dans les formules infantiles, la vitamine C est sûrement le substrat qui est le plus réactif. À côté du lactose, la vitamine C est dérivée d'un sucre dans sa fabrication biochimique initiale, et donc il réagit en termes de réaction de Maillard, comme le fait les sucres, mais à une vitesse 100 fois supérieure. Donc même s'il est présent à faible concentration, il est très réactif. C'est ce que l'on voit à gauche, la formation de carboxyméthylysine en présence de vitamine C et fer, la courbe en violet, montre qu'on a
presque 40% de plus de carboxyméthylésine qu'en l'absence de vitamine C. Et donc si on encapsule cette vitamine C dans une coque faite des acides gras déjà présents dans la formule, donc sans apporter d'ingrédients nouveaux qui pourraient poser quelques questions sur le plan de sa sécurité, on a ainsi une protection. Vous voyez la courbe en vert, une protection de la formule quant à la formation de carboxyméthylésine en comparaison avec la formule où la vitamine C n'avait pas été protégée. Donc c'est une voie très intéressante, un petit peu complexe et sûrement assez chère pour le moment, mais qui est une piste intéressante. On peut également travailler sur les technologies de transformation. Et là, je vais vous en parler de deux pour lesquelles nous avons fait des études dans le cadre du projet Prometheus. Le chauffage ohmique, qui vous est présenté ici, et les hautes pressions qu'on verra tout de suite après. Donc le chauffage ohmique a été développé, a été étudié au CTCPA d'Avignon. Le principe du chauffage ohmique, c'est de générer un courant électrique grâce à la conductivité de l'aliment. Alors, il faut que l'aliment soit effectivement capable de conduire le courant, c'est la limite de cette technique, de cette technologie. Et ensuite, on a par l'effet Joule, une transformation instantanée et à 100% de cette énergie électrique en énergie en chaleur. Donc, on a ainsi une augmentation très rapide de la température, une répartition extrêmement homogène, contrairement aux systèmes les plus fréquemment utilisés aujourd'hui, qui sont des systèmes indirects, où l'aliment est chauffé indirectement par des tubes ou des plaques qui elles-mêmes sont chauffées. Et ça induit un gradient de température qui a pour conséquence déjà une courbe d'élévation de température beaucoup plus lente. Il y a une inertie de ce fait, et également un encrassement des parois, qui est fortement limité dans le cas du chauffage ohmique. Il y a donc également les hautes pressions, qui sont une nouvelle technologie extrêmement prometteuse, mais très très chère à l'heure actuelle et encore très peu utilisée, donc il y a encore du travail à faire. Ces hautes pressions ont l'énorme avantage de pouvoir détruire de manière extrêmement efficace les pathogènes, comme les non pathogènes d'ailleurs, à des températures beaucoup plus faibles. Donc on peut obtenir la même qualité microbiologique avec des températures beaucoup plus faibles. L'inconvénient, c'est donc que c'est des transformations en batch et non pas en continu pour le moment. Et donc voilà les résultats qu'on a obtenus sur des petits pots pour bébés. Vous voyez à gauche donc l'intérêt du chauffage ohmique par comparaison avec la stérilisation en autoclave. Donc c'est les petits pots classiques que vous connaissez pour bébés en verre qui sont mis en autoclave et chauffés à 121 degrés par exemple pendant 7 minutes. C'est ce qui est préconisé pour ces petits pots pour bébés. Et vous avez donc la formation de furane lors de cette stérilisation. Lorsqu'on utilise le chauffage ohmique pour une même valeur stérilisatrice, vous voyez qu'on diminue d'à peu près 2 fois le taux de furane formé dans ces petits pots. Donc, technologie vraiment intéressante et qui est déjà utilisée par certains industriels. À droite, vous avez les hautes pressions, où vous voyez l'échelle du furane est encore abaissée. Si on compare à ce que l'on a à une valeur stérilisatrice de 7 avec l'autoclave, où on est à peu près à 15 microgrammes par kilo de furane. Ici, si vous regardez la courbe en noir, on est à 121 degrés, cette température cible qui permet d'obtenir directement la valeur stérilisatrice, à une valeur stérilisatrice de 7 sur la courbe noire, on n'a même pas 2 microgrammes par kilo de furane. Vous voyez là, on a une diminution de presque 10 fois de cette teneur en furane. Et dans ces deux technologies, non seulement ces contaminants sont diminués de manière extrêmement sensible, mais toute la qualité nutritionnelle également est préservée et les saveurs de la même manière. Donc là, on n'a pratiquement que des effets positifs. J'en arrive donc à la conclusion. Donc la conclusion c'était les résultats attendus de ces deux projets européens, c'était donc de fournir aux industriels un outil de mesure. On sait que si les industriels mesurent ces contaminants, ils ont déjà des marges de progrès importantes en paramétrant un petit peu plus finement la température ou le flux sur leur système. Le Food and Drink Europe a montré qu'on pouvait atteindre déjà 30% d'amélioration de baisse de ces contaminants uniquement grâce à la mesure. Deuxièmement, l'encapsulation de substrats réactifs qui va permettre bien sûr d'empêcher la réaction de se produire. Et enfin, ces technologies alternatives innovantes qui sont extrêmement prometteuses. Et pour finir, moi je rajouterais que
cette problématique des contaminants néoformés qui, dans certains pays, a eu un effet de crise. Ça a été vraiment une vraie problématique pour les industriels. On doit se dire que c'est aussi un moteur d'innovation. Vous l'avez vu donc dans ces technologies innovantes, qu'elles soient des technologies de transformation, des technologies d'analyse. Donc c'est un moteur d'innovation et un moteur de progrès. Car si on est capable de mieux maîtriser les contaminants, on va mieux maîtriser également la qualité nutritionnelle, on va mieux préserver les saveurs et arômes naturels des aliments. Je vous remercie pour votre écoute. Jean-Pierre Descors. Voilà, juste un commentaire sur la découverte du feu. Effectivement, il y a des traces de feu à partir de 600 000 ans, mais on pense que c'est des feux qui sont dus à la foudre, aux incendies. La domestication du feu, tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui que c'est 400 000 ans. Alors les preuves se trouvent dans la grotte de Tautavel d'abord, où on a des couches d'habitats successifs de 700 000 ans à 100 000 ans, et on trouve des eaux brûlées, des restes de pierres éclatées à partir de 400 000 ans. On a aussi un foyer à côté de Nice où on a trouvé la preuve de l'allumage du feu qui était fait avec des algues côtières. Et puis on a Zhoukouzian, je crois, en Chine, aussi à 400 000 ans. Donc, et c'est assez paradoxal ça, que le feu, à des distances très, très grandes les unes des autres, ait été découverte à la domestication du feu à la même époque. Oui, Barat. Je veux simplement raconter une histoire qui nous est arrivée. Responsable d'un élevage SPF de souris pour l'Institut Pasteur, nous avons eu tout d'un coup l'apparition d'infarctus chez les mâles souris. On a cherché ce qui nous arrivait, on a comprendre ce qui nous arrivait, et en fait on avait autoclavé trop chaud les aliments, on l'était monté à 139, 140 degrés, à 2-3 bars. Je ne suis pas très sûr de la pression, je ne suis pas sûr de me souvenir, mais on ne comprenait pas ce qui nous arrivait. Et en fait, on a baissé la température, on est redescendu à 120 degrés dans l'autoclavage des aliments, et ces infarctus sont progressivement disparus. Et c'était probablement une réaction de Maillard qui nous était tombée sur le dos. Voilà, je racontais cet incident. Monsieur Foulon. Je voudrais, les nutritionnistes nous disent qu'il vaut mieux utiliser le micro-ondes. Alors je voudrais avoir une réponse à ce niveau-là. Et puis je voudrais savoir s'il faut cuire ces aliments, oui ou non. Et qu'est-ce qui se passe avec la vitamine B12 ? Bon, il y a une question ici. Oui, pour ma part, je m'interroge sur le fait que plusieurs intervenants ont insisté sur les millénaires qui nous séparent de l'invention du feu et de la pratique de la cuisson des aliments, et la forme très péjorante et les avertissements donnés par aussi les mêmes intervenants à l'intention de consommateurs qui sont quand même des spécimens humains issus de millénaires de sélection et d'adaptation à ces stress, à ces molécules ou autres. Donc, je voudrais savoir si aujourd'hui, en 2014, quelle est l'intention de ces avertissements ? Est-ce que c'est de réduire encore, par exemple, la consommation de la viande, en expliquant que c'est finalement un très gros risque qu'on prend à cuisiner, alors qu'on a bien fait remarquer que c'est la seule source importante de fer héminique, de vitamine B12. Et puis je voudrais poser une deuxième question, mais alors là, comme la ménagère de plus de 70 ans, qui a quand même quelques décennies de pratique culinaire, qu'est-ce qui est important dans la cuisson domestique ? Je ne parle pas de la cuisson industrielle, parce que moi je n'utilise que des matières premières, je n'achète pas de produits industriels. Donc, qu'est-ce qui est important ? Est-ce que c'est de se conformer à un protocole physico-chimique garant
de la santé, ou est-ce que c'est de proposer de manière empirique un plat dont la cuisson est bien reproductible avec les mauvais outils qu'on a, les mauvaises connaissances qu'on a, mais qui sera très apprécié. Donc je m'interroge sur les tenants et sociologiques qu'il y a derrière vos allégations, vos affirmations, votre envie de vendre des appareils de contrôle, etc. Voilà. Bien, je pense qu'à ce stade, on va faire une première série de réponses et puis ensuite on laissera la parole à l'Académie de pharmacie. Alors, messieurs, madame, oui. Venez au micro. Non, venez au micro. Revenez au micro pour la réponse. Je voulais juste vous répondre puisque je me suis sentie un petit peu concernée. Ah oui. Allez là-bas, désolé. Soyez dans le champ de la caméra aussi. Alors peut-être dans ce cas-là, je vais répondre aussi à la question précédente. Ce n'était pas la question, c'est le commentaire sur les rats. C'est extrêmement intéressant ce que vous racontez parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont choisi des modèles animaux sensibles à l'athérosclérose. On crée donc un modèle athérosclérose et là, on va effectivement utiliser des croquettes que l'on aura autoclavées ou non. Et d'ailleurs, toutes les croquettes sont déjà trop traitées thermiquement, donc il faut même les faire fabriquer intentionnellement à très faible température. Et on montre très bien comment la micro-inflammation va générer de l'oxydation, les LDL oxydés. On retrouve tous les phénomènes relativement bien connus du phénomène d'athérosclérose. Donc vous avez fait, sans le vouloir, un beau modèle animal. Pour revenir à votre question, donc on a tous insisté sur ce rapport bénéfice-risque de la cuisson. On peut se dire que l'homme, depuis ces nombreux millénaires, a été adapté à l'alimentation qu'il a lui-même préparée. Il faut quand même remettre juste la réalité très récente de l'augmentation considérable de l'espérance de vie, d'une part. L'homme, jusqu'à il y a une centaine d'années, avait une espérance de vie de 60 à 70 ans. Donc, avec l'espérance de vie augmentée, le risque de pathologie augmente. Ça, c'est une première chose. Les molécules dont on parle, ce sont des molécules cancérogènes et des molécules donc, qui sont à risque de diabète et d'athérosclérose, qui sont toutes des maladies dégénératives. Donc, avec un risque accru au cours du vieillissement. Deuxième élément, nos sociétés sont des sociétés qui demandent de plus en plus de protection, qui acceptent de moins en moins le risque. Et donc, par rapport à ça, chacun est libre de consommer ce qu'ils souhaitent, mais le rôle des scientifiques, c'est quand même de répondre à ces nouvelles questions, de développer des solutions pour que chacun, justement, puisse faire les choix qui lui conviennent. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Oui, je voulais simplement compléter sur le fait, effectivement, l'évaluation des risques en plus est extrêmement difficile. C'est-à-dire que, alors je suis tout à fait d'accord sur l'analyse sociologique de l'oratrice précédente, c'est-à-dire que c'est parce que la population vieillit et parce que aussi on recherche un risque minimum, donc on a besoin effectivement, le consommateur s'interroge à chaque fois, et comme on a des outils analytiques qui sont de plus en plus puissants, on peut aller chercher des composés traces qu'avant on n'aurait pas de toute façon pas décelés ou peu décelés. Et donc forcément, on s'interroge. Mais c'est normal aussi du point de vue scientifique que nous, notre idée justement, c'est de quantifier et de mettre ça en regard avec des analyses de toxicologie pour essayer de voir quelle est la réalité de cette exposition. Et ça, il est difficile pour nous de vous répondre. Soyez-en rassurés, la viande n'est pas un produit toxique et il faut vraiment la griller beaucoup pour pouvoir avoir une quantité suffisante, normalement mutagène. Elle reste quand même de toute façon effectivement une source essentielle de protéines. En particulier, et ça contrairement, enfin, il y a beaucoup de nutritionnistes qui disent réduisez votre consommation de viande, certes, mais c'est quand même, on a quand même de plus en plus, le métabolisme des protéines est ralenti en fonction de l'âge. Il y a beaucoup de tendance à la sarcopénie, c'est-à-dire en fait à l'atrophie musculaire. On a besoin au contraire de plus de protéines à mesure qu'on vieillit, contrairement à ce qu'on pense. La vitamine B12 qui est effectivement présente uniquement dans la viande de ruminants et qui est un composé extrêmement important de l'équilibre, je dirais, en vitamines. Voilà. Alors après les conséquences, effectivement, nous scientifiques, notre idée c'est justement d'apporter des éléments quantitatifs, alors on vous en parle forcément, c'est d'apporter des éléments quantitatifs pour pouvoir à terme juger des risques réels et de ne pas tomber dans la psychose.
c'est un petit peu, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Bien, oui, vous avez quelque chose à ajouter, les autres orateurs? Non? Alors, le micro-ondes, en fait, non, parce que le micro-ondes, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de cuire, au lieu de cuire effectivement de l'intérieur vers l'extérieur, comme la plupart des méthodes classiques de convection ou de contact, il cuit normalement au centre, enfin il génère de la chaleur, de l'énergie au centre du produit. Mais si on développe la même cuisson, on va avoir la même perte en jus et a priori la même perte en micronutriments. Je parle pour les micronutriments. Alors après, pour le micro-ondes seul, alors maintenant ils font des mix, ne grille pas. Donc vous n'auriez pas la flaveur, et ça vous le savez, vous n'avez pas l'arôme d'une cuisson à la poêle ou au four, et vous avez moins de risques par contre de carcinogènes, si tant est qu'il y ait des risques, puisque par contre vous avez moins de grillé. Voilà. Je ne sais pas si je... Oui, vous avez quelque chose à rajouter, non? Non, mais je reviens sur ce que disaient mes collègues, la nécessité de quantifier les phénomènes. Il est intéressant, à partir des résultats qu'on a acquis, d'aller quantifier la consommation du poste énergétique, réchauffage domestique, sur tout le cycle de fabrication de l'aliment, et il est loin d'être négligeable quand même. Donc voilà. Après, pour répondre à votre question, bon ou mauvais outil, l'important est de savoir l'utiliser et de savoir comment travailler les ingrédients. Je suis d'accord avec ce que vous disiez. Bien, bon, on va passer la parole. Attendez, oui, derrière, d'abord, monsieur, vous vous présentez. Je suis professeur de médecine à l'université du Nid d'Hydro et j'ai organisé à l'Académie nationale de pharmacie le 22 janvier une séance thématique dont le thème était la glycation et la réaction de Maillard. Donc on a abordé des éléments très complémentaires de ce que j'ai entendu aujourd'hui. Je suis ravi d'avoir pu assister à votre séance et je crois que vous apportez déjà un début de réponse à des questions qu'on a posées. C'est-à-dire, peut-on réellement contrôler la cuisson? Je pense que c'est un élément capital à la fois pour l'industriel, mais aussi pour le particulier. Alors, j'ai entendu une interview d'un cuisinier où on lui disait vos frites, là, si vous les faites trop cuire, va y avoir des produits toxiques dedans. Mais il dit, moi, quand je fais cuire mes frites, je suis là, je les regarde, et puis quand elles deviennent trop brunes, je les mange pas. Je les garde blondes, et quand elles sont blondes, elles sont bonnes. Donc, votre réflexion est tout à fait appropriée. Quand on a une expérience personnelle, on n'a pas forcément besoin de la mesure pour déterminer quel est l'optimum. Donc il y a une tradition, mais malheureusement cette tradition, la recette de ma grand-mère, ma grand-mère était une excellente cuisinière, intransmissible, parce qu'elle n'a rien écrit. Donc elle disait, tu vas en mettre, tu mets la quantité à ton idée, là il faut mettre un peu plus de beurre, un peu plus de sucre, mais malheureusement, bon, là, on n'a pas je ne retrouve pas le goût des aliments de ma grand-mère. Donc si elle avait pesé un peu plus, écrit un peu plus ses recettes, peut-être qu'aujourd'hui on n'aurait pas ça. Mais c'est pas ça le point important. Le point important, parmi les recommandations qu'on a faites, c'était d'arriver à définir, ce qui a très bien été dit précédemment, des normes. Pour l'instant, on n'a pas de normes. On n'a pas de standards internationaux suffisamment fiables. Donc c'est ces deux éléments-là que moi je mettrais en priorité. On va faire peur à tout le monde avec l'acrylamide parce que ça donne des cancers chez les animaux, mais à partir de combien? Donc il faut qu'on soit capable de le dire et ça je pense que c'est un travail qui est à faire et que c'est très bien d'avoir des appareils qui simplifient le dosage, mais jusqu'à combien il faut baisser ou à partir de combien on prend un risque et après ça c'est boire ou conduire, mais c'est toujours le même problème. Donc je pense qu'on a besoin de mesurer, de définir à partir de quelle mesure c'est dangereux. On va vous mesurer 25 fois le cholestérol en vous disant si vous avez un peu trop de cholestérol, arrêtez de manger, changez votre régime alimentaire, prenez des médicaments. Pour ces aliments-là,
Moi, j'aimerais bien qu'on ait les mêmes normes. Pour la glycémie, on va vous dire, si vous avez un sucre qui est trop élevé, vous avez du diabète, il faut vous traiter. Et l'avantage de vous traiter si vous avez du diabète, c'est qu'au lieu de mourir à 40 ans, vous allez avoir l'espérance de vie à peu près la même que celle de tout le monde. Donc je pense qu'il y a vraiment, dans le début des recommandations qu'on a écrites, et j'espère que je ne suis pas là pour rien, qu'il faut qu'on se mette tous ensemble, à la fois les académies, les structures de recherche, les industriels, pour qu'on arrive à avoir une harmonisation et qu'on puisse éviter les paniques parce que quelqu'un va dire « Ah, l'acrylamide, ça donne le cancer, ne mangez plus de frites, ne mangez pas de pommes de terre, ne mangez rien ». Ça, je pense que ça serait aussi stupide que de dire « On va tous passer à un régime végétarien ». Alors il y a des gens qui ont essayé, quand on a commencé à leur faire peur avec les produits d'acrylamide, ils ont dit on va faire, dans les pays de l'Est, il y a tout un groupe de population qui s'est mis à un régime exclusivement végétalien, ils ne mangeaient rien d'autre. Et ils ont eu les mêmes problèmes avec les produits de glycation, produits de Maillard. Donc la solution, elle n'est pas extrémiste, elle est d'être mesurée comme d'habitude. Mais je pense que on a vraiment là, on peut gagner. On nous a dit qu'on avait gagné beaucoup en espérance de vie. Moi, je vois que dans ma vie de médecin, quand j'ai commencé à exercer la médecine, il y avait des choses qu'on ne faisait plus chez les gens qui avaient plus de 60 ans. Disons, ils sont trop vieux, on ne va plus leur faire. Maintenant, les mêmes choses qu'on ne voulait pas leur faire à 60 ans, à 90 ans, on leur fait. Donc, on a quand même, en 40 ans, fait des progrès considérables et l'espérance de vie a évolué de 15-18 ans pendant ce même temps. Donc, je pense que les progrès majeurs ont été faits grâce à la réduction de tout ce qui est athérosclérose et les complications vasculaires liées à l'athérosclérose. C'est une grosse partie de la réduction de la mortalité et on a la chance d'avoir été un peu tiré par les Américains qui, quand ils font quelque chose, sont extrémistes, donc ils ont été moins de cholestérol, mais le résultat a été qu'on a baissé de 20, 30, 40% la mortalité. C'est pas très agréable d'avoir un infarctus du myocarde, c'est mieux de ne pas en avoir. C'est pas très agréable d'être hémiplégique, c'est mieux de ne pas être hémiplégique. Donc moi je pense que je veux bien qu'on reste comme l'homme de Cro-Magnon, dont l'espérance de vie était inférieure à 30 ans. Merci beaucoup. Merci. Madame Corvol avait demandé la parole aussi. Je regarde par là et en ménagère de moins de 70 ans, j'utilise des aliments industriels. Pourquoi pour des pommes dauphines industrielles qui sont pré-frites, il est conseillé, non pas le micro-ondes, mais la poêle, et de rajouter de l'huile dans la poêle. Ce qui fait 2 fois en quelque sorte de l'huile au titre de la préparation industrielle et de l'huile rajoutée dans le cadre du réchauffage domestique. C'est très très mauvais pour la santé, j'en suis sûre. Bon, je ne suis pas un spécialiste français des pommes dauphines, mais en montant le projet avec les industriels, on s'est aperçu que toutes ces recommandations de réchauffage domestique étaient uniquement basées sur des considérations sensorielles. Donc c'est pour le goût, voilà, a priori. Et puis bon, quand ils demandent d'ajouter de l'huile, c'est évidemment en quantité raisonnable. Hein. Ils ne vont pas jusqu'à les préciser l'épaisseur de la couche d'huile, etc. Parce qu'au bout d'un moment, les gens vont commencer à dire stop, quoi. Mais c'est en condition fine épaisseur, quoi. Mais c'est uniquement sur des considérations sensorielles que les barèmes sont mis au point. Bon, oui. D'abord. Ce qui se passe aussi, c'est que l'amidon, il sature en huile. Et quand l'industriel ne cherche pas à en mettre plus que le minimum nécessaire, et vous resaturez comme vous faisiez une friture normale. Vous voulez. Il n'y en a pas plus, en fait. Bon, il y a quelqu'un qui demande la parole depuis longtemps dans le fond, là-bas. Oui, je vois. Denis Lorient. Il y a un traitement domestique dont on n'a pas beaucoup parlé et qui devient de plus en plus important à mesure que la belle saison arrive, c'est le barbecue. Qu'en pensez-vous?
Et puis, d'autre part, on parle beaucoup de Louis-Camille Maillard. Je voudrais qu'on lui rende hommage. C'est quand même un chercheur français du début du XXe siècle, qui est originaire de Pont-à-Mousson et qui est le scientifique le plus cité dans toute la littérature scientifique. Et qui a donné lieu, en plus, à un congrès de Maillard tous les 4 ans, dont le dernier a eu lieu à Nancy, justement, au mois d'octobre dernier. Bon, et puis, voilà, oui. Léon Guéguen. Bon, je voudrais revenir sur un point très important qui a été évoqué, c'est la vitamine B12. Bon, il est vrai, il a été aussi dit, enfin répété, que la vitamine B12 est vraiment un atout essentiel et incontournable de la viande rouge, en particulier donc de ruminants, mais j'ai un peu regretté l'absence de résultats. Je voudrais bien savoir, est-ce qu'il reste encore de la vitamine B12 intacte et active dans une viande archi-cuite, une viande grillée, barbecue par exemple? Je crois que c'est en fait extrêmement important et j'aurais bien voulu avoir là-dessus des résultats. Merci. Oui, je peux peut-être répondre aussi sur la partie barbecue d'une manière générale. Donc dans le barbecue, il n'y a pas uniquement les composés qu'on a vus là, parce qu'il y a les composés de la fumée, donc, qui sont effectivement réputés pour être toxiques. Et voilà, donc il y a un mélange à la fois de composés générés dans la viande et de composés de la fumée qui sont comme les amines, comme les HAP. Hein. Voilà. Alors pour la vitamine B12, c'était comme, en fait, j'ai pas précisé parce que j'allais assez vite, c'est comme la vitamine B6. C'est-à-dire que les prédictions que j'ai montrées pour la vitamine, c'est en fait une vitamine qui est hydrosoluble, donc elle est expulsée de la même façon par le jus, et elle est à peu près thermosensible comme la vitamine B6. Ça veut dire qu'en une cuisson au grill, vous pouvez être tranquille, il en reste beaucoup. J'avais montré des résultats à l'autoclave que j'ai pas cités, où il y avait 70% qui étaient, mais là c'était des cuissons de 2 heures, effectivement en cocotte minute à 120 degrés, et là on en détruit beaucoup, mais dans une viande normalement cuite, il en reste beaucoup. Voilà, je peux vous rassurer. Et grillé, oui, il en reste, parce qu'en fait grillé, on cuit que la surface, donc globalement, dans l'ensemble du volume du morceau, il en reste beaucoup. Bien, oui, est-ce que, attends, une petite seconde, madame, il n'y a pas d'autres réponses, mesdames, ça va? Oui, micro. D'abord, c'est vrai que j'ai oublié de rendre hommage à Louis-Camille Maillard. Effectivement, il y a 2 ans, fin 2012, on a fêté donc, le centenaire de la présentation de son travail à l'Académie des sciences. Et donc, j'étais justement organisatrice de ce congrès avec mes collègues de l'Université de Nancy. Sinon, pour les valeurs guides, effectivement, il y a des valeurs guides qui sont préconisées par l'EFSA depuis, de mémoire, 2008. Si on veut être plus précis, c'est des valeurs indicatives plutôt que des valeurs guides. Et donc ça permet justement de commencer à donner une cible, une référence aux industriels, de sorte à ce qu'ils évaluent la qualité de leur production sur ce critère-là. En 2015, donc, ça fait plusieurs années qu'on réfléchit à l'établissement de normes. Donc normes, c'est plus encore que des valeurs guides. Et bien sûr, lorsqu'on est en période de crise, toutes ces contraintes supplémentaires qui vont peser notamment sur les PME sont quand même, voilà, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Et donc aujourd'hui, on s'oriente en 2015, on aura très vraisemblablement des valeurs guides sur quelques aliments. Ce sera les chips et peut-être le café produit torréfié. Café chicoré, produits torréfiés. Ce seraient les 2 seuls produits qui sont effectivement ceux qui sont les plus riches en acrylamide. Voilà. Bien, il y avait... Oui, monsieur, oui, allez-y. Allez, micro, vous vous présentez, vous regardez la caméra. Louis-Olivier, section 3, production animale. J'ai été frappé par l'énormité des différences des produits là, néoformés entre le lait maternel et ce qui est l'allaitement, ce qui est donné en allaitement artificiel. Et par contre, les conséquences paraissent très hautement significatives. La différence est très hautement significative, mais peu importante. Alors que faut-il en penser? Et est-ce que, du fait que les aliments artificiels sont
d'utilisation récente chez l'homme, est-ce qu'il ne faudrait pas y voir un facteur de dégradation de la santé humaine? Je vais jusque-là, mais enfin, bon, je n'ai pas bien compris. Ce que je vous ai montré, c'est déjà une molécule parmi de on connaît mal. Cette molécule-là, on l'étudie parce qu'on sait l'analyser, on la connaît, on sait l'analyser, et parce que c'est un produit stable. Donc il est facile à suivre. Effectivement, on a des différences considérables entre lait de femme et formule infantile, c'est normal. La réaction de Maillard va avoir lieu dans ces formules infantiles, donc on va avoir beaucoup de ce composé. Ce que l'on observe, c'est qu'il se retrouve en concentration importante dans les urines, ce qui est quelque part une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on l'absorbe. Une bonne nouvelle, parce qu'on l'excrète. Voilà. Donc, on ne sait pas quelles sont les molécules réellement réactives dans l'organisme qui vont générer cette fameuse micro-inflammation à l'origine du risque de diabète et de pathologie cardiovasculaire. On pense que ce sont les précurseurs de la carboxyméthylysine. Et donc, chez ces bébés, on n'a jamais pu publier, parce que c'est un sujet extrêmement difficile, on avait noté effectivement une différence de résistance à l'insuline. Il y a une question ouverte, il faut de nombreuses études cliniques pour pouvoir conclure un jour, et on le fera lorsqu'on en sera sûr, parce que les retombées sont très importantes pour les mamans d'une part, et pour les industriels de l'autre côté, si effectivement ces molécules peuvent être à risque de diabète et d'obésité chez les jeunes enfants. Phénomène qu'on voit effectivement en croissance depuis les dernières décennies. Dans la formation de l'acrylamide, il y a deux précurseurs principaux qui sont l'asparagine et l'amidon. Je crois qu'il y a, enfin, il y a, pas que je crois, je sais qu'il y a une possibilité grâce à l'asparaginase d'éliminer l'asparagine. Donc je pense que c'est une piste qui est déjà utilisée par les industriels pour fabriquer des biscuits justement pour enfants, donc qui vont avoir une teneur en acrylamide beaucoup plus faible puisque le précurseur n'est pas là. Alors c'est toujours Jean-Pierre Descorps là. Donc, moi je me pose parce que depuis le début on parle des risques. Mais si on regarde un peu l'évolution, il y a eu une adaptation qui s'est faite, et quand on regarde même les différentes les régimes alimentaires des populations, suivant leur exposition, etc. Si vous prenez le régime Inuit, par exemple, je ne sais pas ce qui vous arrivera avec le taux de graisse que vous mangez, c'est parce qu'ils ont besoin dans un... Bon, voilà. Alors, si vous voulez, ce qu'on pourrait dire, c'est, moi je pense toujours à ce que disait Paraceste, rien n'est toxique, tout est toxique, c'est la dose qui fait le poison. Est-ce qu'il n'y aurait pas, si vous voulez, dans notre système, une espèce de mitridisation, c'est-à-dire d'une adaptation qui fait qu'on évolue et que, bon, il est important de connaître les risques, mais il ne faudrait peut-être pas les exagérer et en avoir peur. Voilà, c'est juste une question de bon sens. Oui. Moi, ce qui me gêne un peu, j'ai écouté tout ça avec beaucoup d'intérêt, mais il y a une chose qui me gêne un peu, parce qu'on ne parle jamais de bilan. On va parler, la viande apporte, et Dieu sait que j'en suis convaincu, apporte un peu plus de vitamine B12, un peu plus, etc. Mais on ne parle pas en même temps, par exemple, de l'excès d'azote, etc. Alors qu'est-ce que... je ne sais pas, je suis un peu gêné parce qu'on ne parle pas en termes de bilan. Je suis entièrement d'accord. Alors, on sait faire les bilans. Mon exposé portait que sur la viande, donc évidemment j'ai parlé que ça, on sait faire les bilans. Par contre, il y a des choses qu'on ne sait pas bien faire. Par exemple, ce qu'on ne sait pas, c'est actuellement l'influence, par exemple, si on a un régime alimentaire, on consomme plusieurs aliments en même temps, on ne sait pas prédire la digestion de l'ensemble de la diète en fonction des variations de cette diète. Donc il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore, ce qui fait que savoir, alors on peut faire des bilans, ça par contre on sait les faire, à partir des tables en disant voilà, bon, une viande va apporter tant, et alors la seule chose sur laquelle on a avancé nous, c'est que jusqu'à présent dans les tables c'était la viande crue. C'est-à-dire qu'on ne prenait pas en compte la cuisson.
ça, on l'a introduit dans les tables, c'est quand même un progrès. Mais avec les bémols que je vous ai dit, c'est-à-dire après, quand on fait un bilan, on est resté, ce qui est pas mal, hein, je suis tout à fait d'accord, mais à des grandes classifications liées à la cuisson ménagère, c'est-à-dire un bouilli, etc. Bien qu'on sache faire beaucoup mieux, les tables restent très frustres, entre guillemets, par rapport à ce qu'on sait faire, parce que ça ne sert à rien d'aller plus loin, vu que, bon, après, on ne va pas individuellement savoir quelle est la température de la poêle de chacune des ménagères. Mais voilà, ça on sait faire le bilan en termes quantitatifs d'un point de vue nutritionnel. Par contre, on sait, il y a des interactions entre les aliments et leur rôle réellement sur la santé. À l'INRA, il y a toute une unité à Clermont-Ferrand de 150 personnes avec des centres qui travaillent là-dessus, avec une unité de nutrition, avec des études sur des cohortes, etc. Et on ne sait pas y répondre. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu. On sait faire les bilans, mais on ne sait pas tout. Voilà. Peut-être une dernière question, oui. Profiter de la compétence des intervenants et des participants. Je voudrais savoir, en ce qui concerne la microflore intestinale, qui fait quoi, et est-ce qu'on peut se débarrasser de tous ces toxiques? Alors là effectivement, c'est encore une vaste question, d'autant plus que la flore, elle évolue évidemment avec la diète, sachant quand même elle reste stable, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir des populations, des segments de population qui ont des types de flore. C'est-à-dire il y a 3 ou 4 types de flore. Donc, et un des objectifs de la recherche, c'est jusqu'à présent, j'ai parlé du tractus digestif, je suis resté dans la partie haute, on descend progressivement parce qu'on veut essayer de quantifier justement l'interaction de plus en plus l'interaction entre par exemple les substances carcinogènes et leur devenir réellement au contact de la flore. Est-ce qu'elles influent la flore? Est-ce qu'elles influent des mutations sur la microflore intestinale? Et est-ce que ça a un rôle dans le cancer? Parce que pour le moment, on n'a que des tendances épidémiologiques. C'est-à-dire qu'on dit grosso modo, si vous êtes un énorme, alors là par contre un très gros consommateur de viande, vous risquez normalement à terme d'avoir un pourcentage de chance qui reste très faible quand même, d'avoir effectivement plus de cancer du côlon. Ça, c'est des tendances épidémiologiques sur des grandes populations. Alors, c'est des choses qui sont quand même assez difficiles à discriminer, dans le sens où, en général, les gros consommateurs de viande sont aussi des gens qui fument, des hommes d'un certain âge, etc. Donc, ils savent discriminer, normalement, d'un point de vue statistique, ils discriminent les segments de population, mais bon, il y a toujours des querelles sur les chiffres. Mais il y a quand même cette tendance, et la question maintenant, c'est de savoir, effectivement, voilà, qu'est-ce qui se passe réellement, ce qui donnera aussi des pistes éventuellement. Alors, on ne va pas aller jusqu'aux probiotiques, mais voilà, il y a des choses. Bien, il y a quand même une chose dont vous n'avez pas, je suis surpris que vous n'ayez pas parlé, c'est l'aspect méthodologique. Vous avez beaucoup parlé de vos modèles, vous n'avez pas dit grand-chose sur la façon dont vous les faisiez marcher, vos modèles. Est-ce qu'il s'agit de modèles statistiques avec des systèmes de régression et de moindre carré? Est-ce qu'il s'agit au contraire de modèles qui marchent de l'intérieur en décrivant les interactions des molécules? Voilà, j'aimerais bien avoir quelques choses là-dessus. Ça va porter sur un point que je n'ai pas abordé dans l'exposé, mais qui était la prédiction de l'avancement des réactions d'oxydation. On essaie justement de remplacer le traitement statistique de toutes les données expérimentales dont on dispose. Je sais pas, je peux relier la température du traitement thermique à la concentration de tel produit d'oxydation, faire un plan d'expérience et faire un traitement statistique des données. On essaie d'aller dans une démarche mécanistique en allant, comme l'a présenté Alain Conjoyant, écrire le détail de chacune des réactions, aller mesurer les constantes de vitesse de chacune des réactions pour être non seulement prédictif, mais aussi explicatif de ces phénomènes. Donc sur la réaction de Maillard, on y travaille également. C'est un chantier qui est très ambitieux. Sur l'oxydation des lipides, on a mené aussi des travaux dans notre unité et à T sont menés des travaux sur l'oxydation des lipides couplée à celle des protéines dans la viande, avec des démarches qui sont mécanistiques et non purement statistiques. Oui, donc en fait, vous étudiez la dynamique des réactions. Sur la digestion et la santé, il faut savoir qu'il y a 80% des microbes de l'intestin, on sait qu'il y en a 10 fois plus que de cellules humaines, qui étaient inconnus il y a quelques années. On est pratiquement devant un monde inconnu. On sait que ces microbes-là vous transfèrent dans votre organisme des molécules circulantes qui jouent sur la santé. On vient de découvrir un domaine qu'on ne connaît pas. Donc, faut pas attendre des miracles, faut attendre l'avenir.
on n'en sait pas assez sur la mécanique qui se produit et dans laquelle on est avec le microbiote intestinal. Et ces interactions sur la santé qui sont certainement beaucoup plus grandes. Vous n'avez qu'à prendre pour la science un des derniers numéros. C'est expliqué. Le diapo, mais je vais, comme il y a un certain nombre des points qui ont été évoqués au travers des questions, je vais en sauter quelques-unes et puis je donnerai aussi quelques éléments de ce qui peut être des compléments de réponse qui me paraissaient importants dans ce qui a été dit. Le premier élément, c'est bien la question de fond, c'est quoi les enjeux de la maîtrise des réactions en traitement thermique d'aliments. Alors j'ai bien remis un certain nombre de ces enjeux tels qu'on les a vus jusqu'à présent. Le plus important qui devrait apparaître en tête, c'est quand même maîtriser l'équilibre de l'ensemble, l'équilibre de ce qui est négatif qu'on maîtrise, l'équilibre de ce qui est positif en termes sensoriels de tous ces éléments. Mais la question qui a été posée tout à l'heure le montre bien, tout en bas, il y a marqué « mieux interagir avec le microbiote intestinal ». Je fais l'hypothèse là, mieux connaître ce que sont les recherches en cours aujourd'hui à une échelle très importante, ce qui se passe dans la physiologie humaine, va forcément amener à regarder un peu autrement la manière dont on doit générer les molécules. Et alors c'est le premier message de conclusion, on a beaucoup parlé des molécules les unes à côté des autres. La question clé, c'est l'environnement complexe de toutes les molécules ensemble, qui au moment de la physiologie humaine vont avoir un rôle important. Il y a une dimension dont on a peu parlé, mais qui existe et qui, du point de vue de l'ingénierie, existe depuis un siècle pratiquement, c'est la maîtrise par le traitement thermique de la conformation moléculaire des molécules, et notamment des matières grasses. C'est comme ça qu'on fait tout le traitement des matières grasses et qui font qu'on va avoir des matières grasses qui vont fondre dans la bouche à la bonne température et qui vont générer des sensations. Et ça, avant que la science l'ait expliqué, on l'a mis en œuvre d'une manière pratique par des approches technologiques. Donc c'est un élément tout à fait important. Le deuxième élément qui est important, et ça a été souligné à la fois dans les exposés au travers des questions, c'est je vais reprendre la phrase d'Alain Candejoyan, quel niveau de complexité on doit maîtriser, on doit aborder si on veut faire cette maîtrise par traitement thermique des mécanismes réactionnels. Donc ce qu'on a vu et ce qui est clair, et le point clé, c'est etc., c'est qu'il y a beaucoup de réactions qui sont concernées. J'ai mis quelques-unes d'entre elles, on en a vu ici. Mais il y a aussi une dimension de complexité qui n'est pas liée qu'au nombre de réactions, mais aussi à l'enchaînement réactionnel. Et ça a été évoqué tout à l'heure par Inès Birlouez, le fait qu'un certain nombre d'intermédiaires réactionnels extrêmement importants sont volatiles. Donc on présuppose qu'ils sont là, on les écrit dans les réactions chimiques de réaction, mais on ne les dose pas. On n'a pas accès dans la vitesse à laquelle on est capable de faire l'échantillonnage et l'analyse à ces molécules, et certaines d'entre elles peuvent avoir des mécanismes de complexation qu'on est loin de connaître aujourd'hui, et donc on ne connaît pas tous ces mécanismes de la chimie de l'aliment, dans en plus des conditions extrêmement complexes. Elles ont été soulignées, mais je pense que c'est important de redire quelques points là-dessus, parce qu'il y a quelques éléments de réponse aux questions que vous avez posées, qui, au passage, je vais amener ma réponse à moi, ou mes compléments de réponse. Le premier d'entre eux, c'est qu'on a beaucoup de travaux à haute activité de l'eau, milieu fortement hydraté, pour faire simple, mais par contre, on a beaucoup moins de résultats à très faibles activités de l'eau. Et les mécanismes réactionnels, quand on est à activité de l'eau basse ou à activité de l'eau décroissante, sont de nature parfois différente, sont amplifiés ou pas, et donc il y a là une vraie question, et c'est plus compliqué d'aller étudier aux basses activités de l'eau, et j'y reviendrai tout à l'heure sur un point de conclusion. L'autre point important, il a été bien illustré, c'est que la densité de flux que l'on apporte induit quelque chose de très différent. Et le niveau de température, on ne l'a pas dit, est aussi quelque chose d'important. Quand vous mettez un aliment face à une flamme sur un barbecue, il est face à une température de 1000-1200 degrés. Quand vous êtes à l'intérieur d'un four micro-ondes, l'hétérogénéité de l'apport du champ micro-ondes et du produit génère des points chauds qui peuvent monter à des températures extrêmement élevées. Et là, il y a un couplage avec les questions d'activité de l'eau qui jouent aussi, via la permittivité diélectrique du milieu et tous ces éléments-là. Et donc, on peut avoir un traitement qui va être hétérogène. Et ça, c'est un des points extrêmement complexes de la maîtrise des réactions, c'est l'hétérogénéité.
Autre point que j'ai pas mis sur cette... j'ai mis le couplage transfert-réaction qui a été, je pense, bien illustré, mais il y a un élément aussi qui était non dit dans les questions et dans les présentations, c'est qu'on traite à la fois des produits natifs, primaires. Je prends une pomme de terre, elle sort du champ, je l'ai éventuellement traitée, épluchée, je lui ai peut-être enlevé quelques sucres réducteurs pour les remettre après. Mais à côté de ça, on a des produits extrêmement formulés, extrêmement recomposés. Le lait infantile est un produit qui est recomposé à partir de beaucoup d'éléments et il y a une vraie formulation derrière. La manière dont tous ces éléments interagissent entre eux sur ces produits formulés, aujourd'hui, est très peu connue. Et elle est porteuse d'une vraie question compliquée, c'est que ce que l'on apprend dans un cas de produit formulé, est-ce que ça s'applique à un autre cas? Ce qui est toute une partie de la question méthodologique qui a été abordée ici. Est-ce que ce que j'apprends avec un outil analytique, je le reproduis instantanément? Non, il y a des mécanismes de réétalonnage qu'il faut faire. Ce que j'apprends sur les outils analytiques qui ont été présentés dans le cas viande ou dans les autres cas, il va falloir refaire. Et ces outils ont une vertu, c'est qu'on peut réaccumuler de la connaissance, mais ils ont aussi une limite, c'est qu'à chaque nouveau substrat, nouvelle interaction matrice-molécule, on recommence. Et ça, c'est un élément évidemment extrêmement limitant de ces approches. L'autre grande question, c'est de savoir si ce qui existe en génie chimique, donc le classique génie de la réaction, s'applique aux questions des produits alimentaires. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, même si c'est ce qu'on utilise, et ce que vous avez décrit en parlant de modélisation tout à l'heure, les approches stoichicinétiques de mécanismes réactionnels, on est en plein dans le transfert de le génie chimique classique et le génie de la réaction classique. Les questions de complexité et la particularité de ce que sont les aliments et de la manière dont on les traite thermiquement avec toute l'hétérogénéité, je ne suis pas convaincu que ça s'applique autant. Et si on fait un analogue qui, dans le cas de l'UMR génial, a souvent été fait, si on prend la combustion, qui est sans doute un des mécanismes multiréactionnels les plus étudiés par le génie chimique, on n'est pas loin du même niveau de complexité, mais il y a 50 ans d'études pour savoir ce qu'on maîtrise aujourd'hui. Et on n'a pas la même quantité d'études, la même capacité à faire ces manips-là. Voilà. Alors, je vais sauter ça parce qu'on l'a dit. Il y a des fronts de science face auxquels on est obligé de passer aujourd'hui. J'en ai listé quelques-uns. Ils ont été évoqués au fur et à mesure de la discussion, donc je ne vais pas revenir dessus. Je voudrais juste insister sur quelques points. L'une des particularités des aliments, c'est la très grande diversité des formes sous lesquelles se trouvent les aliments. On a des liquides, on a des solides, on a des semi-solides et on a des poudres. Tout ce qu'on dit sur la réactivité chimique d'un aliment s'applique aussi au milieu pulvérulent. Et là, on a énormément de méconnaissances. C'est compliqué d'aller étudier ce qui se passe dans les poudres. Et le traitement thermique dans les produits pulvérulents, il y en a beaucoup pour des questions de stérilisation et de fonctionnalisation. Il y en a aussi dès qu'on met des poudres en mélange et qu'on apporte un petit peu de traitement thermique, un petit peu de milieu liquide pulvérisé pour faire de l'agglomération. L'exemple qu'a donné Inès sur le cas de l'encapsulation de molécules dans un milieu type lait infantile. Nous, on a fait ça il y a très longtemps pour les produits pour personnes âgées. Je peux expliquer les analogies. Bon, toutes ces questions-là, elles passent par des milieux qui sont, à un moment donné, des milieux pulvérulents qui subissent des traitements thermiques. On sait très très peu de choses sur toutes ces questions-là. Et puis, j'insistais là-dessus aussi sur le fait que, en fait, il ne faut jamais oublier qu'il y a l'équilibre avec toutes les autres questions sensorielles et autres, et qu'il faut être capable de le générer. Voilà. Alors, il y a une science de l'ingénierie, je pense qu'elle est encore à développer, et que c'est sûr que, et c'est pas moi qui vais dire le contraire, la modélisation est un outil clé et les approches déterministes de la modélisation sont importantes. Je dis que je ne suis pas sûr que les concepts avec lesquels on doit travailler sont tous disponibles aujourd'hui, et on fait au mieux avec ce qu'on a. Je pense qu'il y a une notion qu'on a tendance à oublier, que si on regarde la microbiologie et la biologie, et notamment la biologie des systèmes, et toutes les approches qu'il y a derrière sont de ce point de vue-là très intéressantes, c'est qu'on raisonne les molécules et on ne raisonne pas l'environnement de toutes les molécules. Alors qu'en biologie, aujourd'hui, on raisonne vraiment l'environnement microbiologique et des différents
micro-organismes qui sont ensemble. Il y a une vraie faiblesse qui n'a pas été dite jusqu'à présent, moi je le dis, je l'assume, il y a une faiblesse du nombre d'équipes et de chercheurs en chimie de l'aliment aujourd'hui. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'équipes qui font de la chimie de l'aliment, et donc il n'y a pas assez d'input, de fondamentaux de connaissances de ces mécanismes qui sont disponibles. Paradoxalement, il y en a plus qui font de la chimie analytique que qui ne font vraiment de la chimie de l'aliment. Et je pense que ça, c'est une défaillance extrêmement faible. Je crois que de ce point de vue-là, il y a deux challenges face à nous. On n'a pas du tout parlé des approches qui partent de la description à l'échelle moléculaire, et aujourd'hui, ça existe, ça marche. Il y a des exemples qui auraient pu être présentés ici, où, en partant de cette échelle-là, on a fourni des outils d'ingénierie qui, aujourd'hui, sont utilisés tous les jours dans des usines pour faire des calculs et faire du prédictif sur les effets de traitement thermique. Et puis l'autre élément, c'est qu'il y a un vrai challenge, c'est quoi la décision? Puisqu'en ingénierie, à un moment, on va calculer un procédé, on va calculer un produit. Il y a des algorithmes de décision qui existent, et de plus en plus, on voit qu'on arrive à aider le raisonnement humain, même en incertitude de connaissances, ou en incomplétude de connaissances. Et donc là, il y a des vrais challenges qu'il faut aussi être capable d'approprier. C'est évidemment la qualité des modèles qui fait l'ensemble. Voilà, merci. Eh bien, merci de cette conclusion. Je vois que... pardon? Ah oui, merci de... Alors, oui, deux choses à vous dire. Le vote s'est bien passé. Il y avait un quorum de 95, nous étions 96 à voter, et 97 même à voter, pardon. Pierre-Henri Texier et Patrick Olivier sont élus à de larges majorités. Donc, on les félicite. Et la deuxième chose, c'est que bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour étudier la filière intensive en volaille de chair. Et comme vous savez, c'est un sujet éminemment politique ces derniers temps. Donc, j'espère que vous serez nombreux. Voilà, je vous remercie. À la semaine prochaine.